vouloir casser. Alors, Marion, Marion, hop, je désactive son son. J'ai la main. Bien, merci. Nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. Nous sommes plus de 80 inscrits. Vous êtes plus de 80 inscrits pour ce temps du lien autour de Fabrice Michaud, membre de la Société française de coaching, bien sûr, mais aussi d'autres associations professionnelles, euh, étudiants des écoles de coaching. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les écoles de coaching qui sont partenaires de ces temps du lien. Et puis, grand public, nous avons beaucoup d'inscrits qui ne sont pas membres d'associations de coaching. Alors peut-être sont-elles coachs, ou sinon simplement curieux d'en apprendre davantage dans la bouche de Fabrice. Merci à notre conférencier de ce soir, Fabrice Michaud. Fabrice Michaud, fondateur et directeur de HPI Talent, coach, formateur et superviseur de professionnels sur la douance. Il nous expliquera peut-être, pour ceux d'entre nous qui ne le euh, savons pas ce qu'est la douance. Fabrice est un spécialiste reconnu de l'accompagnement de ce qu'il est convenu d'appeler les surdoués, HPI, THPI, THPI, d'autres disent atypiques. Fabrice est membre titulaire et depuis très longtemps de la SF Coach. Et c'est à ce double titre qu'il intervient. Il en a bien d'autres, hein, des talents et des titres, mais qu'il intervient ce soir. Si on se réfère à la courbe de Gauss, on la connaît tous, hein, cette courbe de Gauss là, euh, du quotient intellectuel, on pourrait penser, vu le titre de la conférence de ce soir, que toute la population ne pourrait pas être accompagnée. Mais alors, quid de ce qu'on appelle les HPI, de ce qu'on appelle les THPI? C'est précisément cette catégorie de personnes que Fabrice a choisi plus spécifiquement d'accompagner. Et il va nous expliquer pourquoi, comment, et puis il va nous en dire un peu plus sur cet univers des hauts potentiels et des très hauts potentiels intellectuels. Fabrice, je te cède la parole et je te remercie. merci Thierry. Ouais, donc je suis à la SF Coach pratiquement depuis le démarrage qui était en 96 et je suis ravi de retrouver Gérald qui était le président de la SF Coach à l'époque, ce qui ne nous rajeunit pas. Euh, et puis Fabrice qui est le président actuel qui est un habit depuis cette période-là. Et puis un certain nombre d'autres à la SF Coach qui ne rajeunit pas grand monde non plus. Donc l'accompagnement, ben, j'en fais depuis plus de 30 ans sur le coaching. J'étais co-directeur pédagogique et associé de médias de coaching à l'époque et sur la douance depuis une quinzaine d'années où je fais des conférences en Europe, en Afrique, en Asie. Je fais de la supervision pour les professionnels sur la douance et sur le coaching depuis 25 ans plus généralement. Donc sur le thème un peu provoque, mais qui est quand même assez réel, un média de coaching ou dans d'autres écoles, ça fait des années que j'ai Mhm. des HPI qui me disent, mais Fabrice, ça va pas. Bah évidemment que ça va pas, mais en même temps, personne n'y est pour rien. C'est-à-dire que les cours, je suis aussi, enfin j'ai 8 9 métiers connexes, hein, mais dont prof en école de management. Et ben les systèmes Et tu sont. me ranges tout ça, Mia, là? Isabelle, Thierry, tu peux voir pour le téléphone d'Isabelle, je pense. Qui a son micro qui n'est pas à couper. Pardon. Euh, ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ouais, les systèmes, les écoles, les cours, les formations fait que les personnes HPI, je vais revenir hein, sur HPI, sont en difficulté dans les écoles de thérapie, dans les cours, dans les formations, dans les universités, dans les formations de coaching. Elles sont faites pour le monde neurotypique et c'est normal. Personne n'y est pour rien. Ce que j'explique pour la douance dans mes conférences, j'ai une chaîne YouTube aussi et puis j'ai une community manager qui s'occupe de mes réseaux sociaux pour donner de l'information parce que je considère que c'est mon job. C'est un sujet anthropologique. Alors, je finis avec anthropologie et je reviens sur HPI.
Un sujet anthropologique, c'est-à-dire que les surdoués atypiques, moi quand je parle d'atypique, je parle de HPI, versus surdoué neurotypique. C'est un sujet anthropologique, c'est ce niveau-là du décalage anthropologique, c'est que c'est pas la même culture, il n'y a pas les mêmes implicites, il n'y a pas les mêmes fonctionnements, il n'y a pas la même manière de vivre les choses. Euh, Ce que j'explique, c'est qu'on est HPI, hein, parce qu'évidemment je suis concerné, on est HPI des étrangers, des expatriés dans un monde étranger. C'est le niveau du décalage. Donc accompagner ces Inuits ou ces Papous, ou ce que vous voulez, ben c'est pas pareil comme quand on est à l'étranger, c'est pas pareil pour le coaching, c'est pas pareil pour la thérapie parce que ça met les thérapeutes en échec, hein, évidemment, les médecins en échec, les enseignants en échec, les formateurs en échec, sauf, sauf si l'environnement, la pédagogie est fait de manière beaucoup plus collaborative et intègre les différences. Et quand je mets les différences, je mets HPI, TSA, TDAH, c'est-à-dire trouble du spectre autistique, avec sa variabilité, puisque c'est un spectre. Un spectre, c'est polychrome, hein, c'est pas monocorde et monochrome. Le TSA, les EDI, c'est toutes les bizarreries qui peuvent exister. Donc ça dépend de l'ingénierie pédagogique. Et si on fait ce qui est aussi mon métier de direction pédagogique, enfin un des autres, est-ce qu'on fait des processus centrés sur l'apprenant? Est-ce que c'est plus ou moins rigide ou pas? Et en même temps, dans la rigidité, faut bien s'arrêter à un moment donné, mettre des cadres. La nuance que je fais, qui crée quand même un certain nombre de polémiques par rapport au récit officiel, c'est que je parle de deux types de douance. La douance neurotypique, qui s'appelle HQI, il peut y avoir des gens qui soient à plus de 130 et neurotypiques. Moi, j'ai fait une conférence à Polytechnique, j'ai accompagné des polytechniciens, mais je suis nul en maths, hein, par ailleurs, c'était pas le sujet. Et puis la douance, c'est atypique. Tant qu'on n'aura pas posé ça, il y aura éternellement des problèmes pour les adultes et les enfants, bien sûr. La représentation officielle partout, ici et dans le monde, enfin, j'ai travaillé en Europe, en Afrique, en Asie, et aussi des conférences dans ces endroits-là. J'ai deux conférences visibles, une au Togo et une en Tunisie, parce que je fais de la coopération internationale pour l'Union européenne. C'est toujours le cliché, vous voyez l'avion de chasse, la bête de course. Et ben dans ces gens-là, beaucoup sont des surdoués neurotypiques. Mais moi, je parle aussi des surdoués atypiques qui se trouvent en difficulté parce qu'ils sont pas conformes à l'implicite officiel. Donc, je mets deux niveaux de surdoués. Les surdoués typiques ont plus de 130, neurotypiques, il n'y a pas décalage. Et les surdoués atypiques ont un décalage. Le problème qu'on a aussi aujourd'hui, moi, ça fait 15 ans que j'ai démarré sur les adultes, hein, il y avait à peu près rien. Maintenant, ça s'accélère, mais je forme des professionnels depuis 12 ans sur la douance en France et à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a une confusion entre HQI et HPI. Et comme je dis parfois, si on veut acheter une casserole, on ne nous donne pas une poêle à frire, hein. Ça porte deux noms parce que ce sont deux choses différentes. Et HPI, HQI, c'est pas la même chose. Pour savoir si on est HPI, on passe un test de PI. Ça n'existe pas. Si on passe un test de QI, c'est pour savoir si on est HQI, pas HPI. Et un certain nombre de personnes alimentent la confusion entre ces deux-là, ces deux choses-là. On s'occuperait de casseroles, ça serait pas grave, mais là, on s'occupe de gens. Donc, c'est beaucoup plus grave pour moi en termes ou de maladresse ou de malveillance. Donc, accompagner les profils surdoués, c'est pas la même chose selon qu'on a des surdoués neurotypiques, et tant mieux pour eux, si vous voulez, c'est de la performance. Ce test depuis un siècle de QI a été fait par des neurotypiques pour des neurotypiques, avec un outil neurotypique pour des professionnels neurotypiques, parce que ce monde-là ne s'intéresse qu'à lui, mais c'est normal, hein, c'est pas un jugement, c'est objectif. Sauf qu'on l'utilise pour des HPI. Et le problème, c'est que les HPI iront pas forcément là-dedans. Donc, on peut être HQI à plus de 130. Si vous avez des questions, ou si je suis pas assez clair, ou s'il y a besoin de précision, vous revenez me chercher après, je vous répondrai. Donc, HQI, c'est au-dessus de 130. Et les surdoués atypiques HPI, bah, ils ont plus ou moins 130, non pas qu'ils n'aient pas le niveau, mais que des fois,
ils sont tellement flippés avec un syndrome de l'imposteur, avec des problèmes de difficultés sociales, d'hypersensibilité, que le test, il le passe pas ou il le trouve très con. Là, on trouve plutôt des THPI. Moi, je me suis spécialisé sur les femmes HPI depuis une dizaine d'années, sur les THPI, voire... Alors, THPI, j'explique pour le test, même si je l'attaque, c'est le seul espéranto qu'on ait, donc j'utilise quand même. 100 HPI, c'est au-dessus de 130 de QI. THPI, c'est 145, 1 pour 1000 d'homologue. TTHPI, c'est 160. Les tests s'arrêtent à 160 pour la VACE. Moi, j'ai des gens jusqu'à 4T, plus de 220 au test américain, et j'en ai plusieurs centaines au-dessus de 145 en France et à l'international. Donc ça, c'est ma base c'est ma banque d'informations. Et depuis un certain nombre d'années, j'ai fait de la recherche et je reçois beaucoup de gens au-dessus de 145 ou de 160, c'est-à-dire au-dessus des tests. Comment identifier un HPI si le QI ne suffit pas? Eh ben, c'est bien le problème, Marion. Je ne sais pas d'autre répondre. Moi, c'est ça que je fais. Je fais des bilans sans test de QI depuis 15 ans. Mais le problème, c'est qu'une partie de mes capacités sont pas transférables. J'aide des professionnels à compléter leurs compétences sur la douance. Donc, j'ai des psys, des neuropsys, des médecins, des psychanalystes qui viennent dans mes formations, des coachs, des consultants, des thérapeutes, des RH. Il y a une cartographie qui existe. J'essaie de faire ça dans mes formations et puis de faire au maximum dans mes communications publiques qui pour moi ont un objectif pédagogique, sinon je sers à rien. Enfin, j'aime pas servir à rien. C'est une cartographie qui est pas réduite au HQI. HQI, c'est de la compétence cognitive. Et pour moi, la compétence cognitive n'est pas de l'intelligence. C'est-à-dire que si on fait une analogie avec la voiture, un HQI, c'est la compétence, c'est la performance du moteur. L'intelligence, c'est l'intelligence du chauffeur. Vous voyez? C'est comme si on disait l'intelligence du chauffeur est liée à la cylindrée du moteur de la voiture. Ben non, jamais de la vie. Ben pour la douance, c'est pareil. Donc il y a des gens qui ont des compétences cognitives. Il y en a qui sont très très cons quand même, hein, à l'usage, si vous voulez. C'est pas ce qui manque qu'on peut trouver. Mais ils ont des compétences cognitives. Ils sont brillants. Euh, Attends, reste sur la question, Valérie, je termine. Ils sont brillants, mais la brillance, c'est pas de l'intelligence. Si vous voulez, c'est comme l'épi. L'épi, on s'intéresse qu'à la brillance, pas à l'intelligence. Et puis après, il y a d'autres formes d'intelligence. Ça n'exclut pas qu'ils soient intelligents. Vous voyez, j'ai eu quelqu'un pour un bilan tout à l'heure. Il me dit, j'ai eu des formations avec des polytechniciens et des centraliens. J'ai vu des gens magnifiques, adorables, et j'ai vu d'autres qui étaient très, très cons à ces niveaux-là. Ben, j'ai dit, mais bien sûr, hein. Mais ils sont performants. Il y a quelque chose de décalage entre des compétences cognitives et l'intelligence de la personne. Ça, c'est pour le HQI et pour les surdoués pour HPI, il y en a qui sont à HQI, qui ont des performances cognitives et d'autres pas. C'est-à-dire que ça ne se réduit pas aux performances du cerveau, c'est-à-dire le petit moteur entre les oreilles. Ce que j'explique pour HPI ou au-dessus, en particulier, c'est que c'est un cerveau viscéral. C'est-à-dire que ça correspond au premier cerveau, c'était dans le ventre. Donc, si je fais de l'accompagnement et du coaching et que je vais questionner que le cerveau, je passe à côté de la plaque, par exemple. Et le cerveau viscéral, c'est le ventre et le cœur. Il y a plus de neurones dans le ventre que dans le cerveau. Et puis, la partie kinesthésie, plus un certain nombre de bizarreries tout autour. Euh, quand je fais du coaching, enfin, pardon, d'où l'importance de savoir si on est avec quelqu'un qui est neurotypique ou pas, quand bien même HQI. Avec quelqu'un qui est surdoué, les fenêtres, elles s'ouvrent de partout. Ça descend de partout. Il n'y a pas d'étanchéité entre la vie perso, la vie pro, les bouquins. Ça se barre de partout. Et ça peut perdre un accompagnateur qui soit enseignant, formateur, thérapeute, superviseur, parce qu'il va trouver que c'est le bordel et c'est le chaos et qu'il ne sait pas comment répondre. Parce qu'en face, il faut des capacités cognitives, c'est-à-dire des ouvertures. Je donne un autre exemple.
Hors contexte, ça serait maltraitant, mais pédagogiquement, c'est aidant. Ce sont des métaphores, hein, bien sûr. Vous avez des gens, ce sont des micro-sillons, vous voyez? C'est du vinyle. Ils sont dans leur sillon, vous pouvez pas les sortir du sillon. C'est chiant, hein? Mais bon, il y en a, ils sont comme ça, ils le font pas exprès. Donc moi, j'essaie d'être respectueux, sinon je pourrais être très maltraitant avec les micro-sillons. Et je suis respectueux de leur rythme, qui est éprouvant pour moi. Vous avez d'autres personnes qui sont des petites disquettes. Elles le font pas exprès. Je fais pas de racisme, hein. Je vais voir les capacités cognitives pour interagir et les capacités avec lesquelles je peux travailler en supervision ou en coaching où j'accompagne des codir, des transformations d'organisation. Et il faut que j'ajuste un peu quel est le niveau de mon interlocuteur. Et puis vous avez d'autres personnes, ce sont des tours avec des disques durs, avec des mémoires flash. L'intérêt des mémoires flash, c'est qu'on peut accéder à toute l'information en même temps. En face, il faut être capable de traiter la data. Et puis au-dessus de THPI en particulier, pour moi, sont des data centers. Data centers, c'est qu'ils ont une capacité à gérer des champs disciplinaires, se promener là-dedans, tout en étant le data center. Je sais pas si, je sais pas comment vous le dire autrement. Ils sont le data center et ils ont un data center et ils ont des capacités organiques à connecter tout ça en même temps. Je vais aller sur les... Ces personnes au-dessus de 145-160 sont-elles HQI, HPI? Je pense qu'il y a des gens qui ont plus de 145 qui sont HQI neurotypiques. THQI, voilà. THQI, ça ne veut pas dire THPI. Euh, Peut-on être les deux? Les deux quoi? HP, HQI? Oui, oui, bien sûr. Donc, HQI neurotypique plus de 130 et les HPI sont HQI ou pas. Moi, je vois des gens qui sont des HPI. C'est pas qu'ils n'ont pas 130, c'est qu'ils peuvent pas passer un test parce que ça merde, parce qu'ils comprennent pas, parce que vous voyez ça. Et ils ont des capacités cognitives qui sont pas forcément ordinaires. Moi, je croise des gens qui sont d'une intelligence, mais pas conforme à nos sociétés, vous voyez? Donc dans la merde, donc en exclusion. Moi, j'ai des personnes, la seule chose qui les met en vie, c'est de bouffer des équations et des mathématiques, et en exclusion sociale, voire à la rue. Je vous promets qu'il y a des gens étranges. Comment vous rangez ces gens-là? Ou comment vous pouvez les aider? Euh, Est-ce à dire que si on n'est pas HPI, on ne peut pas coacher un HPI? Je vais répondre à ça. Si on ne comprend pas leur méthode de fonctionnement. Merci pour la question, elle est vraiment importante. Si en étant non HPI, on peut coacher un HPI. Il faut savoir qu'un HPI veut savoir si en face, il a un homologue ou pas. Qu'il vous le demande ou pas, il aura toujours ça en tête. Avec une variabilité de ça selon qu'il le sait. Beaucoup de HPI ne savent pas qu'ils le sont. Donc ils font des espèces de trucs en sous-marin sur lesquels ils se prennent les pieds dans le tapis et forcément, par effet miroir, ces mouvements-là vont rentrer dans la relation de coaching. Si le HPI le sait, il veut savoir s'il a un homologue. Si vous n'êtes pas HPI, dites-le. Et vous gagnerez du temps. Un HPI veut de la cohérence, de la congruence, de la loyauté. Et vous pouvez ne pas être HPI en fonction de la nature, de la commande, de quel est l'objectif, les enjeux, est-ce qu'il y a d'urgence ou pas, et de dire, voilà, je suis pas HPI, c'est pas grave, je peux vous aider dans un certain domaine. C'est-à-dire qu'un HPI doit aussi apprendre à interagir dans le monde neurotypique. Et dans ce cas-là, un coach qui n'est pas HPI peut tout à fait lui dire ça te plaît pas, mais en gros, tu n'as pas le choix. Ou de décoder les règles, ou tu vas voir ailleurs. Enfin, là, j'y mets pas les formes, hein, c'est pas bien, mais le mieux, c'est de jouer sur les compétences et pas sur le HPI. Et pour faire plus simple, le mieux, c'est de le dire. Il y a des psys qui sont pas HPI et qui accompagnent des HPI, et ils le font bien. Mais ils le font, mais ils annoncent la couleur. Jusqu'à un moment où ils disent, là, je peux plus vous aider. Bon, un certain nombre de psys, même de psychiatres, m'envoient des gens parce qu'ils peuvent plus les aider. Ou parce que, en plus de la complexité, il y a une complexité de complexité, c'est qu'ils sont HPI autistes. Moi, j'accompagne beaucoup d'autistes, Asperger. Ou HPI autistes TSA, plus du bazar. Donc, ils m'envoient le bazar et j'aide les personnes à faire du tri dans le bazar.
À HPI, beaucoup ont aussi, comme non HPI, hein, du TSA, du TDAH et du DISM, il y a une surreprésentation de ces bizarreries autour du HPI. Et les demandes à l'intérieur d'un objectif de coaching vont pas être les mêmes ni sur le fond ni sur la forme. C'est-à-dire que ce qu'on entendait depuis le début, neutre et bienveillant, mais neutre, mais jamais de la vie. Un surdoué, il veut pas qu'on soit neutre, il veut qu'on soit efficace, rapide, opératoire, qu'on perde pas de temps, ne pas se répéter. Plus il y a la complexité de la mise en tension et de l'urgence, mieux il vaut être HPI. Si c'est la prise de fonction, si c'est comprendre les codes locaux, si c'est travailler sur les limites et les frontières, il y a un sujet pour les HPI de travailler sur les limites, les frontières et les filtres. Et ben, un non-HPI peut être très opératoire, hein, bien sûr. Sandra, c'est le neurotypisme qui fait la distinction et la nécessité d'accompagner différemment. Ben, c'est-à-dire donc j'imagine que la question, c'est sur un coach neurotypique. Un coach neurotypique, il va avoir des implicites qui ne mesurent pas de ce qui serait bien, de ce qui serait pas bien, de ce qu'il va questionner, de comment il pose les questions, et ce qui va se répéter, et peut-être pas avoir le rythme, la vitesse. Si vous prenez un THPI, par exemple, au-dessus de 145, et c'est pire après, vous discutez avec lui, vous lui ramenez un problème complexe et il vous répond OK. OK, ça veut dire on passe à autre chose, tu ne reviens pas dessus. Ça peut donner des vertiges selon les niveaux, vous voyez. Si le risque, c'est de ne pas être en face, mais si on s'accorde sur le processus et la contribution du coach, c'est OK. Ça va dépendre de la nature et des enjeux du coaching et de ce que vit le coaché. Évidemment, ça vaut autant pour les supervisions, hein, parce que les supervisions de coach atypiques, c'est un peu rock'n'roll, hein, parce qu'ils s'emmerdent globalement. Hein. Ils ne le disent pas forcément ou ils le découvrent, et qu'ils peuvent mettre de la complexité. Ils peuvent pas, mais c'est-à-dire que ça va dans l'autre sens. Un coach HPI avec un client neurotypique, il peut être en difficulté. Hein. Ça vaut dans les deux sens, bien sûr. Un coach atypique, il peut pas comprendre qu'un coaché se pose de telles questions et qu'il s'y prend de cette manière-là. Ça vaut dans les deux sens. Donc c'est cette forme de lucidité où si quelqu'un est HPI, qu'il le sache ou pas, enfin pardon, s'il le sait, vaut mieux le mettre. Vaut mieux le mettre au milieu en fond d'écran, mais on va pas tourner tout autour, hein. C'est juste des conditions de travail. Lionel, pourrait-on dire que le HQI a un processus plus rapide que le HP et le HPI, un système d'exploitation différent? Les deux peuvent être très rapides. Les deux ont un système d'exploitation différent. Pardon, je reprends ce que je t'ai dit. HQI est plutôt neurotypique, peut avoir des fulgurances. Neurotypique est de la performance convenue, celle qui convient au milieu scolaire, donc au milieu de l'entreprise. Hein, vous voyez, pour les hauts potentiels, les parcours talent management, tous ces trucs-là. Attends, C'est une espèce 2 de... secondes, je règle juste un truc et je suis à toi. Qui est-ce qui a parlé? J'ai désactivé Fabrice, c'était une erreur. D'accord. Euh, Donc ça va être des processus de fulgurance. Il y a des HQ qui sont neurotypiques, qui sont puissants. Hein. Moi, j'en ai rencontré plein dans les boîtes. Mais puissants, normés. C'est-à-dire qu'ils peuvent se ratatiner et faire des conneries avec la puissance du moteur. Je vous donne un exemple. J'ai eu quelqu'un il n'y a pas longtemps qui travaille dans une boîte internationale connue. Et elle me dit, j'ai un patron monde. Il est performant, mais qu'est-ce qu'il est con. Et je lui dis, mais comment il est con? Il est performant parce qu'il est puissant, parce que le COMEX international sont des Hollandais, lui font confiance, il débug les trucs, mais il me dit, mais il voit pas qu'on va dans le mur, que les décisions qu'il prend, ça va merder dans un an, que ce qu'il a choisi, ça va jamais fonctionner parce qu'il a pas compris l'impact psycho-organisationnel avec les humains, il a pas compris les impacts humains sur le système. Dans un an, ça va se planter. Je vois des exemples comme ça, je vous en donne un.
HPI, un système d'exploitation différent, ouais, tu as raison. C'est-à-dire avec un truc qui est souvent difficile à partager parce que c'est moins linéaire, c'est moins attendu, c'est moins séquentiel. C'est ce qui fait que les enfants sont en difficulté à l'école. Moi, le travail que je fais avec les parents, c'est pour sauver les enfants, hein. Parce qu'on peut être un peu condamné selon les générations. Il y a un vrai enjeu sur les enfants pour les aider à se comprendre. Sur ma chaîne, je fais venir des gens vraiment magnifiques. Je suis ravi. Un gamin de 7 ans qui est venu, un THPI, TSA, Asperger, comme. Et puis la dernière, c'est une jeune fille, 16 ans, qui parlait plus à ses parents, qui s'est remise à parler, qui a une bombe d'énergie. C'est ça le système d'exploitation différent. C'est de l'énergie, c'est différent pour les femmes que pour les hommes. Et ça peut être invisible. Ce que j'explique parfois qu'on peut avoir en neuropsychologie, c'est qu'il y a le fonctionnement. J'en ai échangé avec mon prochaine interview sur ma chaîne que j'ai enregistré samedi dernier avec une neuropsy spécialisée sur les traumas et qui a une vraie compétence internationale sur ce sujet-là. Le HPI, surtout s'il y a des traumas, hein, les traumas peuvent être plus puissants chez le HPI. Avec des capacités de résilience plus importantes, système d'exploitation différent parce que pour un certain nombre de HPI, ça va encore plus pour THPI, TTHPI, ont du mal à partager ce qu'ils ont dans la tête parce que, comme j'explique souvent, il y a le langage du cerveau n'est pas la même chose que le langage de la parole ou le langage des mains. C'est pas la même ère du cerveau et on en a parlé avec, je crois que c'est Christelle Gavory. Donc à un moment donné, on peut plus partager. Enfin, où il vaut mieux être chef et que ça soit possible, mais parce qu'il y a une telle data à descendre qu'on peut pas le mettre en linéaire, en deux dimensions. Donc beaucoup se taisent. Il y en a qui y arrivent, mais ça va faire des personnes qui ont des problèmes qui viennent me voir pour faire des mémoires ou des thèses de doctorat, par exemple. Ou des managers ou des chefs d'entreprise qui sont chiants. Enfin, je leur explique qu'ils sont chargés, pas de problème pour leur dire, mais je leur dis surtout pourquoi. Un chef d'entreprise, il arrive en fait et il change sa gouvernance en 24 heures. Mais j'ai dit, mais t'es un emmerdeur surtout. Et si je me mets à la place de tes collaborateurs, mais tu es en train de les détruire. Il me dit, oui, mais j'ai une nouvelle idée géniale. Mais on s'en fout de ton nouvelle idée géniale. T'as pas le droit de détruire tes collaborateurs. Donc, enfin, pardon, je travaille comme ça quand je suis en confiance avec les gens parce qu'ils savent que je le fais pour leur intérêt. Et j'ai pas mal de boîtes ou de dirigeants qui avaient plein de bonnes idées, mais qui ne mesuraient pas l'impact sur les collaborateurs, où ils sont tellement intelligents qu'ils ont plein de personnes qui se barrent, hein, parce qu'ils sont insupportables. Reconnaissez-vous les HPI, la mineure est complexe. Alors j'évite ce truc-là, j'en parle hein, dans ma conférence au Togo, à Lomé, à Tunis, de Fanny Nussbaum. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses, cette question. J'ai toujours des problèmes avec l'interprétabilité, hein. Est-ce que moi, je reconnais la mineure est complexe, mais Fanny Nussbaum, en fait, elle parle des HQI et des HPI, qu'elle a remouliné comme ça, et puis je crois savoir qu'elle dit qu'elle est plus d'accord avec ce qu'elle a dit. On doit donc faire le test nous-mêmes, Elodie. Ben, ça dépend, c'est-à-dire que si on est un peu lucide, ben, comme j'explique, il y a toujours une partie qui n'a pas de doute à l'intérieur pour les surdoués, mais toujours, 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 toujours. Bon, elle est un peu planquée dans le placard à balai, mais il y a toujours une partie. Alors, c'est mieux de faire un test si on est laminaire, par exemple, c'est-à-dire que si on est neurotypique et ça rentre tout seul et qu'on peut passer les tests qui sont logico-mathématiques, mais ce sont des tests de performance cognitive, pas des tests de douance, c'est pas la même chose. Et certainement pas des tests d'intelligence, ça n'a juste rien à voir. Donc ça dépend quel est l'objectif des tests. Pour les enfants, ça dépend aussi quel est l'objectif, le contexte et la situation. Et s'il y a un test, c'est un moyen. Et ce qui est important, c'est le professionnel, pas le test. Hein, parce que, comme je dis souvent, un test, même sous la torture, ça parle pas, hein. Donc un test, c'est un outil d'aide à la décision et il n'y a que le professionnel qui peut. Et il y en a qui travaillent très bien hein, sur le test. Mais il faut bien savoir aussi que si on passe un test, on a un test. Hein, si on va à la boulangerie, qu'on commande un croissant, on n'a pas une tarte aux fraises. Donc il y a souvent des gens qui sont déçus du test. Je me dis, mais vous avez acheté un test, vous avez un test. Je défends aussi les psys qui m'ont. Moi, j'ai des centaines de bilans de QI de plein de gens, y compris très connus.
Mais ils ont fait le job, vous avez un test, vous vouliez un test. Mais en fait, les gens, ils veulent pas un test adulte, ils veulent des solutions dans leur vie. Ben, un test, c'est un test. Donc, faut voir surtout avec quel professionnel on travaille. Moi, j'ai passé mon bilan il y a une vingtaine d'années avec quelqu'un qui était très bien et je suis ravi. Vous voyez, il faut remettre ça dans le contexte avec les enjeux, comment ça va se passer dans la famille, et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait après pour les adultes. Bouffer des séquations, ne serait-ce pas un cas de comorbidité HPI-TSA? Ça pourrait, mais pas forcément. Pour Cécile, si c'est un TSA, bouffer des équations, c'est pas les mêmes. J'ai un copain polytechnicien, il bouffe des équations, ça lui fait plaisir, et c'est un TSA, et THPI. C'est possible ou pas, ça dépend comment on bouffe les équations, ça dépend le sens que ça a dans la vie. Enfin, euh, c'est-à-dire que sans contexte, je fais un peu gaffe à mes réponses. Il faut savoir que c'est une caractéristique des HPI, c'est que toute information ne vaut que par son contexte, qui pose des problèmes aux HPI, qui parlent trop, qui vont trop dans le détail, qui mettent trop dans le contexte et qui les rend suspects. Donc sur des entretiens, par exemple, ça peut être pour un coach, ça peut être des entretiens qui râpent parce qu'il a l'impression que le client il passe trop de temps. Alors qu'en fait, ce qui est important, c'est l'intention. C'est le- Alors, soit c'est l'intention qui compte, ou ce que je dis pour les surdoués, c'est pas l'intention qui compte, c'est l'effet qu'on produit pour les HP qui dérangent les gens. Mais pour Cécile, ça peut être le cas, mais pas forcément. Et ça va être plutôt THPI pour bouffer des maths ou autre. Pour identifier un HQI, on fait passer un test du QI pour identifier un HPI. Comment s'y prend-on? Eh ben, c'est ce que je fais depuis 15 ans qui n'existait pas. Et puis, j'ai formé pas mal de professionnels qui font des bilans sans test de QI. Je suis désolé, pour l'instant, on n'a pas vraiment autre chose que me disent un certain nombre de professionnels parce que j'attaque le test, mais ils me disent on n'a pas d'autre alternative. Bah, j'ai dit oui, mais c'est pas parce que on a un thermomètre en bois qu'on va dire qu'il est en or. Donc le test, il est bien si on le remet dans le contexte de performance cognitive, mais qu'on ne vend pas la lune avec. Et après, ben, évidemment que c'est compliqué. Ben, bien sûr, c'était simple, ça se saurait. Ben non, c'est compliqué. Puis en plus, HPI, ça suffit pas. Il faut avoir des connaissances TSA, TDAH 10, pour moi. Parce qu'il peut y avoir des confusions HPI, TDAH. S'il n'y a pas de H, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'hyperactivité, ben le TSA, il est encore plus, le TDA, il est encore plus planqué. Mais surtout, on a un patrimoine commun, HPI, TSA. Moi, j'ai des traits autistiques, mais j'ai pas tout. Et je suis allé voir un psychiatre pour ça. C'est-à-dire toutes les hyperesthésies, les hypersensibilités, un certain nombre de phobies ou de psychorigidités, on peut les avoir, soit avec un HPI normal qui a des traits communs TSA, soit un HPI ou THPI qui a des traits autistiques. J'ai retrouvé des études, les seules études que j'ai trouvées d'intéressantes pour moi dans mon travail, c'est aux États-Unis, avec une corrélation, une surreprésentation TSA, TDAH pour HPI ou THPI. Valérie et Damien, mon expérience était particulièrement sensible au respect des valeurs, bien sûr, à l'accueil des émotions, évidemment, à la capacité de son interlocuteur à faire des liens entre tout, oui, et à faire confiance et être gentil. Moi, j'aime bien les surdoués gentils ou les gens gentils globalement, mais la gentillesse, pour moi, et pas de la fausse gentillesse, est un signe d'intelligence. C'est pas de la pauvreté, c'est qu'il y a un processus d'intelligence supérieure. Les gens très très intelligents, et j'en ai beaucoup, sont très très gentils. Normalement, j'ai Cédric Villani que je connais qui va venir sur ma chaîne l'année prochaine. Bon, il s'est un peu perdu dans le monde politique, mais il est extrêmement gentil. Et parfois maladroit, mais ça, c'est très autistique, mais on peut l'être tous. C'est le mathématicien qui a eu médaille Fields et qui était député. Avec quoi ils arrivent de différents comme situation de coaching initialement? Christelle, j'aurais besoin de précision dans cette question. Ils arrivent de différents. Alors, je vais être nuancé sur le il, parce que c'est polychrome, donc ils sont pas tous pareils, mais en tout cas, ils ont Je parle pour les HPI atypiques. Et je sais pas, comme vous l'avez vu, HPI atypique d'HQI neurotypique. Et les HPI atypiques peuvent être aussi HQI.
En fait, ils sont paumés, ils comprennent pas la société. Je reviens sur le sujet anthropologique. Ils comprennent pas le monde. Ils comprennent pas les modes de gouvernance. Ils comprennent pas pourquoi les gens sont bêtes. Ils comprennent pas pourquoi il y a de la jalousie, surtout les femmes. Il y a des sujets de compétition. Pourquoi les gens ressemblent à des canards sans tête? On leur demande d'aller de A à B. Ils vont de A à B. Un surdoué, il commence à aller de A à Z. Pourquoi les gens s'en foutent? Pourquoi ce monde est fait de moyenneté, médiocrité? C'est un truc, il y en a qui peuvent pas. Plus on monte THPI, moins c'est possible. C'est possible, c'est pas négociable. Donc si en tant que coach, on lui dit fais des efforts dans le moule, c'est de la violence. C'est de la violence. Donc le niveau de réception, indépendamment de ce que va montrer ou pas le client, de ce que va dire ou pas le client, ce ne sont pas les mêmes codes, il n'y a pas les mêmes implicites. Par exemple, quand un surdoué atypique vous dit que ça va pas bien, ça veut dire qu'il est à moitié mort, en fait. C'est-à-dire qu'il n'envoie pas les signaux en amont. Quand il vous dit qu'il va pas bien, c'est que c'est trop tard. Parce il y a un programme interne, c'est même pas mal. J'ai l'habitude de m'en sortir. Et tant que je suis pas abattu, j'avance. Ce n'est pas les mêmes référentiels, il n'y a pas les mêmes signaux qu'avec neurotypique. C'est générique, ce dont je vous parle. Hein. Donc, bien sûr qu'il y a des exceptions. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire confiance au langage, il faut aller tout re-questionner. De ce que ça signifie quand le client dit ce qu'il dit. De ce que ça signifie dans sa vie. Parce que très souvent, il peut y avoir des formes de dissociation, d'amnésie. Et quand la personne s'écroule, c'est qu'il y a le feu, il y a urgence. Hein, c'est niveau SAMU, pas le dispensaire du coin. Comment définir un objectif de coaching avec un HPI alors que le HPI peut avoir tendance à multiplier les objectifs? Ben, c'est là aussi qu'un coach non HPI peut l'aider en l'obligeant à serrer, à trier, à hiérarchiser ses objectifs, quand bien même, il ne faudra pas exclure qu'il va y avoir une commande plurielle, systémique. Mais derrière ça, il y a une espèce de fractal, c'est-à-dire qu'il y a des métaprogrammes qu'on va avoir dans la partie perso, dans la partie sociale, dans la partie amicale. Enfin, il vaut mieux aller sur les métaprogrammes de confiance, de relationnel, d'aspérité. Les surdoués peuvent être très, très saillants. Vous voyez, la manière dont je parle peut être très, très dérangeant en milieu ordinaire. Dans les entreprises ou dans les coachings, j'avais plusieurs typologies de fonctionnement plus ou moins cash ou plus ou moins édulcorées. Des HPI ou des THPI qui peuvent être extrêmement factuels peuvent se faire laminer. Ce sont des lanceurs d'alerte et ils ne voient pas qu'ils se retrouvent tout seuls. Surtout, ils ne comprennent pas qu'il y a des gens qui mettent des trucs sous le tapis. Eux, ils vont passer sous le tapis, ils vont passer derrière les murs et puis ils vont lancer l'alerte. Et ils ne comprennent pas que les gens se comportent de la manière dont ils se comportent. Mais aussi, ils peuvent ne pas voir comment eux se comportent. Moi, ce que je leur dis, je dis là, t'es chiant, t'es trop con. Mais je le fais en tant qu'homologue. Hein. Moi aussi, je suis chiant et je peux être très con. Mais là où on va avoir une différence selon qu'on est HPI ou pas, on n'aura pas forcément les mêmes autorisations. C'est-à-dire que moi, le coaching que je fais avec des HPI n'a rien à voir avec ce que j'ai enseigné pendant des années en école de coaching, où j'avais créé un des premiers cursus de coaching d'équipe à Paris avec Mediat. Mais je ne travaille pas de la même manière. Je travaille pas de la même manière, mais le temps de la confiance, évidemment qu'il faut qu'il y ait une confiance, savoir jusqu'où on peut aller ou pas, selon la nature de notre interlocuteur, selon qu'il est en danger ou pas, selon l'urgence. Un atypique qui est en urgence, il demande des conseils. Et c'est pas négociable. Moi, il m'est arrivé des situations où sur deux. Alors, à un moment donné de coaching, il me dit, là, je suis perdu, j'ai une réunion dans une demi-heure, tu me dis ce que je fais. Et je leur dis ce qu'il faut faire. Bon, je fais ça depuis plus de 30 ans, hein. Mais c'est pas du coaching. Mais de la même manière qu'à la marge du coaching, on peut avoir des temps de conseil, d'expertise, mais ça peut pas être que ça, ou des temps de thérapie. J'ai aussi une casquette de thérapeute. Mais il m'arrive, mais comme dans mes formations coaching, de dire là, on fait une séance de thérapie,
Prochaine étape, vous allez trouver un thérapeute et on reprend le coaching, parce que sinon, on ne fait pas de confusion. Mais un atypique, il va vous chercher aux confins. Puis il faut bien savoir que il va aller vous scanner, il va vous passer à l'IRM, il va voir vos limites, vos frontières, il va vous analyser. Ça, c'est clair. Et il va voir si vous êtes fiable. Donc, vaut mieux être transparent. Si vous essayez de faire un truc et de raconter autre chose, il va le savoir, il va le voir. C'est organique, c'est animal. C'est animal. Et plus on avance en facilité, mon prochaine interview, là, c'est avec le criminologue qui a scanné tous les grands tueurs en série en France, s'appelle Jean-Luc Ployer, il a 70 ans, où on va échanger de ça, sur comment il est à 13 000 expertises, hein, plus tout, les agressions, les viols et intrafamiliaux et autres, c'est un atypique. Et, et en fait, c'est moi qui lui explique son cerveau, c'est juste incroyable. Il me dit, mais moi, je regarde les gens une minute et je les vois. Ben, j'ai dit, oui, moi aussi, je télécharge les gens. Alors, ça ne veut pas dire que tous les HPI font ça. Moi, je m'entraîne quand même depuis très longtemps, hein. Un HPI, c'est comme une voiture, selon que vous n'avez l'expérience que de la première ou de la seconde, ou si vous passez toutes les autres vitesses, ça ne fait pas le même. Vous voyez, donc, un surdoué, ça ne veut rien dire. Vous voyez, c'est hors contexte. Il faut savoir l'âge, l'expérience qu'on a utilisée, la confiance en soi, les capacités qu'on a utilisées, parce qu'il y a des fois, on est intelligent et il y a des fois, on est totalement abruti, hein. Il y a pas de problème avec ça. Abruti, incompétent, handicapé, vous voyez, euh, c'est pas du gruyère, c'est de l'emmental, hein, avec des trous à l'intérieur. Si on est reconnu HPI en passant le test auprès d'un neuropsychologue, est-ce à dire qu'on n'a pas toutes les clés d'un atypie? Ah bah évidemment, bah bien sûr. C'est juste un test cognitif, hein, ça ne parle pas de la douance. Sur quel plan un client HPI, qui le sait ou non, peut-il déstabiliser le coach HPI ou non? Alors, il y a plusieurs questions dans cette question, c'est-à-dire qu'un client HPI, c'est générique, donc ça dépend du client HPI, ça dépend du contexte, ça dépend des enjeux, ça dépend de la problématique dans laquelle il se trouve, ça dépend si c'est un homme ou une femme, ça dépend si c'est le coach, est un homme ou une femme, parce que tout ça joue, qu'il soit HPI ou non. Et, euh, et déstabiliser, ça ne sera pas forcément son intention. Vous voyez, parce que normalement, un HPI, du fait de son HPI, est plutôt quelqu'un de bienveillant. Mais en même temps, selon l'urgence, il n'a pas envie de perdre de temps. Il n'a pas envie de tourner en rond. C'est là qu'il peut déstabiliser. Donc, la partie contractuelle, la partie objectif, la partie du cadre est vraiment très importante et de savoir que ça prend beaucoup moins de temps, beaucoup moins de séances. Ça va plus vite, plus loin. Je vous fais une réponse générique. J'aime pas les réponses génériques, mais la question, elle est générique. Sinon, Véronique, faut revenir pour préciser. HPI visionnaire, pas forcément le HQ. Stéphanie, ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il comprend ce qui est utile de faire et inutile de faire, surtout au niveau relationnel. Ça ne sert à rien. Oui, bah, toi, tu es concerné par le sujet. Mais oui, c'est-à-dire que plus on monte HPI, THPI, en fait, entre HPI, THPI, c'est du plug and play. On se voit, on se parle, ça matche comme ça. Avec neurotypique, c'est pas gagné. Il y aura un temps d'apprentissage, d'apprivoisement, de mise en confiance. Entre homologues, ça fait ça. Plus on monte THPI au-dessus, plus il y a des silences. Vraiment des silences. C'est-à-dire que plus on monte THPI au-dessus, les silences sont ponctués par des mots. En deçà, le langage est ponctué par des silences. Donc ça peut être dérangeant. Par exemple, je reviens sur la déstabilisation. Un HPI qui soit silencieux. Alors il y a des HPI qui parlent. Plus on monte HPI, plus c'est silencieux. Plus ça va vite, plus ça processe vite. Donc ça nécessite, et selon comment on travaille, hein, ça dépend du client et du coach, de vraiment être au plus près sur le process, sur le rythme de process, avec nos questions de coaching, de validation. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose? Est-ce que j'aurais dû aller quelque part? Oui, toutes ces questions sur le processus sont extrêmement importantes. Tu parles d'une différence sur le fond et la forme dans le coaching. Peux-tu expliquer cela?
La forme, c'est ce que je viens de dire, c'est le rythme, c'est le tempo. C'est pas revenir sur des sujets soit à l'intérieur d'une séance, soit sur une autre séance. Euh, c'est la manière dont on s'y prend. Faut pas que ça soit trop lent. Sur les outils qu'on va utiliser aussi. Faut pas apprendre des outils pour faire danser le coach, hein. Ça peut être des tendances que je vois en supervision de coach depuis longtemps, des gens qui veulent des outils, mais le premier outil, c'est le coach. Et un bon outil, c'est un outil qui sert à rien parce qu'il n'est pas utile. Donc, c'est l'outil qu'on n'utilise pas. Donc, faut vraiment, enfin, j'aime pas il faut, mais il faut quand même vraiment être au clair sur ce qu'on utilise, comment on utilise, et si le client n'est pas content, on dégage l'outil, j'entends. Après, sur le fond, c'est sur quoi on travaille, bien vérifier les enjeux et bien vérifier pour un coach non HPI, en fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la personne quand elle utilise les mots qu'elle utilise, ce qu'elle veut, ses intentions, qu'est-ce qu'elle a compris. Faut vraiment aller chercher beaucoup plus de questions de clarification. Que penses-tu du fait que des personnes critiquent le phénomène comme un phénomène de mode? Tout le monde est un gamin. Je me dis, mais c'est très con, mais c'est à la mode, mais c'est juste odieux. Euh, Parce que on a 40 ans de retard sur les États-Unis. Donc, il y a des gens qui disent ça. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui disent ça. Ça, c'est une stratégie d'hommes HPI qui veulent pas qu'on vienne leur ouvrir la boîte de Pandore. Ça, c'est assez fréquent. Donc, ça dépend des personnes qui disent ça. C'est quelles sont les stratégies des personnes. Donc, il y a ceux qui connaissent rien à rien qui vont dire ça. Il y a ceux qui sont jaloux qui vont dire ça. Il y a ceux qui répètent ce que tout le monde répète qui vont dire ça. C'est pas que c'est un phénomène de mode, c'est que c'est un phénomène de rattrapage et qu'on est loin du compte. On est loin du compte parce que les enseignants sont en difficulté, des formateurs sont en difficulté, des gamins sont en difficulté, des parents sont en difficulté et qu'il y a une demande d'acculturation. Je parle, Élodie Crépel, avec lesquelles, bon, elle sort 4 bouquins par an. Élodie, elle est en Écosse. Là, on termine un bouquin qui va sortir l'année prochaine. Elle va en Écosse. En Écosse, elle amène ses gamins aux urgences. Aux urgences, on lui demande s'ils ont de la douance ou du HPI en Écosse. Il y a une personne, je crois qu'elle devait venir ici, qui est en Suède. En Suède, elle a fait tester ses 2 gamins, je crois, HPI TSA en un mois. Elle prévient l'école, pas de réunion de parents. Un questionnaire où le responsable à l'école lui dit qu'est-ce que vous voulez, voilà tous nos dispositifs, vous cochez les cases, on met ça en place pour votre gamin en un mois et demi en Suède. Enfin, vous voyez, il faut remettre ça dans le contexte culturel de la mode, c'est totalement barjot, quoi, cette excitation qu'on a. Ou la personne dont je vous parlais tout à l'heure qui travaille avec des Hollandais, son chef direct, il lui dit, mais c'est quoi ces conneries que vous avez en France sur les gifted? Donc, il y a beaucoup plus de littérature, hein, c'est dans la littérature anglo-saxonne, gifted, highly gifted, profoundly gifted, et vous allez voir en dessus de THPI. Mais c'est quoi ce truc de barjot? Nous, on a ça et puis on le fait normalement, et puis voilà, quoi. Il y a toute cette excitation, largement véhiculée par les médias aussi, assez maladroit. Il y a un reportage actuellement sur LCP. Normalement, je vais avoir le réalisateur, qui est Alexandre Bitoun, qui s'appelle La Durvise et surdouée. Vous pouvez la voir aujourd'hui en ligne sur la chaîne parlementaire. Anne-Laure, si on accompagne des HP en étant identifié par un professionnel comme HP soi-même sans avoir passé le test, oui, quelle légitimité dans l'accompagnement? Ben, si tu l'es, tu l'es. Enfin, c'est la légitimité de qui? Par rapport à qui, avec des tests qui sont subjectifs et des professionnels qui le sont tout autant. Donc il y a quelque chose à arbitrer entre soi et soi, ce qui est un bon exercice parce que c'est le problème qu'ont les clients en général. Donc en fait, c'est le job qu'on a à faire en avance de phase pour les clients qui viennent nous chercher avec les mêmes questions. Pensez-vous qu'il vaut mieux avoir un test de QI? Alors, pour avoir l'esprit tranquille, oui. Et au passage, il ne faut jamais donner son chiffre parce que ça regarde personne et globalement, les gens ne sont pas compétents et équipés pour traiter un chiffre qui peut bouger par ailleurs d'une année sur l'autre et qui est absolument réducteur. C'est un outil d'aide.
C'est un outil d'aide, c'est pas, ça caractérise pas une personne. Et c'est un critère de légitimité, alors que c'est souvent controversé. Bah oui, mais faut traverser au-delà de ça. C'est-à-dire que la validation, elle est intérieure. Donc, faut aller voir nos critères. Bon, c'est par ailleurs le travail que je fais, mais c'est de valider en quoi on est atypique. Et mais si on est atypique, mais tant mieux, hein. C'est des emmerdements en moins, hein, concrètement. Enfin, c'est pas un signe extérieur de richesse. Pour des HQI, qui ont de la performance, si, c'est un signe extérieur de richesse. Pas pour les HTPI, hein. Pas pour les gens décalés, pas pour les Inuits. Euh, donc en fait, Anne-Laure, c'est un bon sujet. C'est juste ce que veut savoir un client qui va avoir la même problématique. Il y a un moment donné, il faut arbitrer. Et un test, c'est juste un truc extérieur, si je puis dire, qui peut être utile, aidant. Ça suffit pas. Même quelqu'un qui a un test à 130, eh ben, il a encore des doutes. Mais évidemment, il faut avoir un arbitrage intérieur. Vous ne répondez pas sur le comment vous testez, à part que vous testez. Enfin, je ne comprends pas. Yann, je ne teste pas. Je fais un bilan. Je fais pas de test. J'aime pas les tests de manière générale. Je fais un bilan qui est un extracteur. J'envoie un document qui est un document de travail. Et après, j'ai un entretien. Et j'explique aux gens en quoi ils sont atypiques. C'est-à-dire que c'est un processus de coélaboration, de coproduction. Mais je travaille à l'intérieur des gens. C'est pas moi qui vais leur connaître une étiquette. Enfin, même s'ils viennent chercher ça, ça suffit pas. Donc, je leur permets de clarifier, de ramifier, de restaurer leur identité sur des singularités. Un HPI, à l'intérieur, il sait, mais il a pas recollé. Donc, je recolle et je reconstruis tout ça pour qu'il soit plus autonome et plus libre. Je fais pas de test, j'aime pas ça, mais je fais des bilans et des bilans pour restaurer l'identité de la personne. C'était mon intervention au Congrès de la Douance cette année. J'ai aussi une casquette de thérapeute depuis 20 ans de Palo Alto. On avait fait venir Bob Bertolino. Il y a plusieurs personnes de médias de coaching ici qui étaient venus en 2002 et j'ai dû former plus de 3 ou 4 000 professionnels dans le monde sur orientation solution à l'école de Palo Alto, et c'est la manière dont je travaille sur les processus collaboratifs, à la fois orientation solution et thérapie narrative, et j'ai fait tous les séminaires de Michael White en France, qui est venu par Média de Coaching aussi. Pouvez-vous expliquer ce que veut dire pour vous méta? Méta, Martine, ça veut dire au-dessus. Il me faudrait d'autres mots. Je parle des fois de métacognition. Un certain nombre d'atypiques, en fait, ont des capacités de... Alors, je ne parle pas de dissociation, mais de bilocalisation, à être en méta, au-dessus, en train d'observer ce que je fais pendant... Je fais ce que je fais, que je dis, que les autres voient, c'est je suis là, je suis là. Il peut y avoir un autre niveau de métacognition où j'analyse ce que je suis en train d'observer, mes outils d'observation. Bon, je vous donne des outillages, mais THPI, TTHPI a ça toujours. Donc, ces notions de méta, alors on peut avoir des formes de dissociation du corps émotionnel pour des traumas, pour les personnes traumatisées. On peut être aussi, c'est pas forcément pour être un trauma, être ici et ailleurs, parce qu'on s'emmerde ou on se reconnaît pas dans la société. Beaucoup d'enfants ont ça. C'est pas forcément de la dissociation, donc ça peut être de la métacognition en métavision, ou je parle de bilocalisation, où je fais souvent référence à la mécanique quantique, qui peut expliquer un certain nombre de choses. J'attends que Philippe Guillemont vienne sur ma chaîne, le physicien, ingénieur et informaticien, pour parler de ça. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Pouvez-vous nous donner les clés de l'accompagnement des HPI? Ah non, Marion, ça c'est... Je vais être trop réducteur, je sais pas répondre. Bon, je vais essayer de répondre quand même, mais euh, là, on est hors sol, Marion. Donc, les clés, j'ai essayé de faire une clé méta, justement, macro. C'est une vraie relation de confiance et faut aller chercher la personne, mais ce qui vaut pour les HPI vaut pour les non-HPI, hein, on est bien d'accord. Aller chercher la personne et pas partir avec des a priori, des jugements, parce que ça peut très vite arriver sur les bizarreries du HPI. Ça vaut pour les non-HPI. Mais des clés comme ça, hors sol, il y a beaucoup de choses qui sont liées au contexte.
Peut-être qu'il y a un truc, c'est acculturez-vous sur le HPI, comme si on va en Chine ou en Afrique ou ailleurs, ben, on va prendre un guide de voyage sur les populations autochtones. Ben, là, ça serait bien aussi. Aujourd'hui, justement, à cause ou grâce de tout ce qui se passe, vous avez de la chance d'avoir plein d'articles, des vidéos, des bouquins. Moi, quand j'ai démarré il y a 15 ans, au mieux, il sortait un bouquin par an. Maintenant, il en sort au moins un par mois. Bon, ouais. Et vous avez pas mal de vidéos et de podcasts. Ça me fait pleurer ce que vous dites, Isabelle. Ce sont les cellules qui parlent et c'est ça que ça fait souvent. Avez-vous élaboré une liste de critères pour identifier les HPI? Ben, ça, vous les avez régulièrement dans un certain nombre de documents, de vidéos sur Internet, sur les décalages, sur les valeurs, sur les trahisons, euh, sur le rapport au monde, vouloir sauver le monde. Vous voyez, tout le monde s'en fout. Sauver les gens, tout le monde s'en fout. Vouloir être gentil, tout le monde s'en fout. Enfin, tous ces critères, vous allez les trouver. Après, moi, quand je travaille avec une partie qui est pas là, où je vais télécharger les gens en face de moi. Je suis désolé, je n'ai pas d'autres mots, mais je fais ça depuis 35 ans. Comme vous, quand vous avez l'expérience de travailler, Jean-Luc Poyer, il me dit, il a 13 000 expertises en criminologie, et il me dit, mais les gens, je les sens, c'est animal. Il y a quelque chose d'animal. La partie animale, c'est ça que j'appelle viscérale, organique. Les HPI les ont naturellement et au-dessus, ça ne veut pas dire que non HPI n'a pas ça. Hein. Vous voyez, je ne fais pas d'opposition. C'est que HPI va rendre beaucoup plus saillant un certain nombre de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses encore sur HPI en travaillant sur THPI et sur les étages du dessus. Il y en a pas mal qui viennent me chercher. J'adore. Je voudrais travailler avec vous. Vous formez toujours des gens. Je forme toujours des professionnels tous les 4 mois sur des petits groupes. Mais pour des professionnels déjà formés, hein, des gens qui sont en activité de médecins, de psy, de neuropsy, où j'amène un kit avec beaucoup de matériel, un kit spécifique pour travailler avec des HPI. Et le prochain, il est en décembre. Mon site, c'est HPI Talent, si ça vous intéresse, je sais plus. Cyrez Laplage, j'ai une responsable formation qui s'occupe de ça. Enfin, j'ai pas mal de gens qui bossent avec moi. Anne, qu'est-ce que l'intelligence? Alors pour moi, vu de ma subjectivité, il n'y a pas d'intelligence sans conscience. Donc déjà, on a perdu du monde. Il n'y a pas de conscience sans sagesse. On a encore perdu du monde. Et il n'y a pas de sagesse sans amour, c'est-à-dire les neurones du cœur, pour moi. Sinon, l'intelligence n'a pas de sens. Je parle souvent d'Alexandre Grothendieck. Il a révolutionné les mathématiques au XXe siècle. Il est mort à côté de ma maison d'Ariège, là, vers Saint-Géron. Ce mec est absolument génial. Vous allez trouver sur Internet, c'est en PDF pour sa postérité, un bouquin qui s'appelle Récolte et semas. Il fait 900 pages, mais si on enlève les parties mathématiques, il parle normalement. C'est juste un génie. Avec Cédric Villani, j'espère qu'on va pouvoir parler, c'est ce que je lui ai dit. Tu sais que j'aimerais bien qu'on parle d'intelligence, de complexité, de Grothendieck, de Grégory Perelman. Il a trouvé la conjoncture de Poincaré sur sa table de sa cuisine. Il a refusé 1 million de dollars. Et il a dit à ses collègues, comme Grothendieck, il n'a pas dit vous êtes tous des cons, mais c'était un peu le message. Et il dit mais je rentre chez moi, je ne veux plus faire de mathématiques, vous êtes trop dangereux. Donc la notion d'intelligence exclut du monde, parce qu'il y a des formes d'inacceptabilité non négociables. C'est-à-dire si je suis un coach neurotypique, eh ben, je pourrais être amené à donner des conseils et à trouver des formes d'acceptabilité sociale qui sont inconcevables et inacceptables pour des HPI ou des THPI au-dessus, avec des formes de violence incroyables de ce qui peut être généré. Hein. Comment travailler le syndrome de l'imposteur auprès d'HPI, Anne-Laure, particulièrement chez les femmes? Alors, c'est sûr que moi, depuis 12 ans, j'ai plusieurs vidéos et de podcasts pour les femmes HPI. Ça vaut aussi pour les hommes, mais c'est évidemment plus fort sur des femmes. Hein. Femmes, c'est déjà planqué. Femmes HPI, c'est encore planqué. Si elles sont autistes, elles sont encore planquées. HPI, femmes, c'est pas pareil. TSA, femmes, c'est pas pareil. Ça serait plutôt un travail sur mesure, alors, c'est-à-dire aller reprendre, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, aller reprendre
son identité, c'est plutôt retrouver la trame narrative de l'histoire de vie et voir ce qu'on peut accrocher sur l'histoire de vie. Quelqu'un qui a un syndrome d'imposteur. En fait, pour les HPI, il y a deux injonctions paradoxales négatives, ce que disait Bateson, pas Bateson, j'ai perdu son nom, à Palo Alto. Bon, il va peut-être me revenir. Sur les doubles injonctions, les doubles binds. Un surdoué, il est en échec par rapport à son échec, son échelle qui est toujours du perfectionniste. C'est jamais assez bien, c'est jamais assez haut. Donc, il est jamais content. Donc, risque d'échec. Et il est en échec par rapport au monde neurotypique et pas de sa culture, parce que possiblement, il n'accepte pas, il comprend pas ce monde, donc ça peut être de la maladresse, et ce monde le lui rend bien, ce qui peut être aussi un risque d'échec. Bon, il me revient pas. Donc, il faut aller plus loin que le syndrome d'imposteur. Ça, c'est la partie émergée. Il faut aller dans la partie immergée de l'imposteur. Qu'est-ce qui conduit à ça? Et d'aller chercher les parties restauratrices de la personne sur les compétences, son intelligence, les feedbacks qu'on lui a fait. Si je vais en thérapie narrative, toutes les micro-informations que la personne n'a pas reliées parce que ça ne participe pas de son récit dominant maltraitant. C'est d'aller voir les parties immergées, parcellaires, qui ont tout autant de valeur sur sa construction narrative et donc sur sa construction identitaire. On est sur un travail identitaire et revoir le processus de construction de la narration interne et de la narration externe. En psychologie, c'est le constructionnisme social et le post-structuralisme, post-modernisme. De ton expérience, les HPI, bonjour Stéphanie, on ne s'est pas vu depuis des années. De ton expérience, les HPI ont-ils plus de risques de se faire étiqueter de pervers narcissiques? Je pense que ce sont des pervers narcissiques qui peuvent produire ça. Est-ce qu'il y a plus de risque de se faire étiqueter de plein d'autres choses, mais pas de pervers, de tordus? Je pense pas que c'est pas ce risque d'étiquette-là prioritaire, mais s'ils sont étiquetés de pervers narcissiques, je voudrais bien voir la tête de celui qui met l'étiquette. Parce que de manière générale, les surdoués sont des surfaces de projection où les gens ne parlent que d'eux-mêmes. Alors tout le monde l'est, hein, mais les HPI atypiques, vu qu'ils sont différents, vous voyez, et qui sont décalés, ce sont des surfaces de projection supérieures, bien plus exacerbées sur le sujet, avec plein d'autres étiquettes. Si c'est pervers, c'est que ça, à mon avis, ça vient d'un pervers. Que fais-tu? Proposes-tu quand tu vois qu'il est à moitié mort? Christelle. Eh bien, d'abord, je lui dis, je lui dis, et je passe en mode urgence, quelqu'un qui est mort, ouais, je lui dis. Je lui dis, là, tes mots, en fait, tu dis que tu vas pas bien, en fait, t'es mort, en fait, tu tiens plus. Je vous donne un exemple. Une boîte, j'avais trois piou-piou de 25 ans, co-associés dans une boîte qui valait 28, non, 8-9 millions d'euros, 50 salariés, moyenne d'âge 25 ans, et l'investisseur qui avait mis quand même 2 millions dans la boîte, il vient me chercher. De temps en temps, j'ai des trucs comme ça. Il me dit, on a un problème avec le président, il veut arrêter, il veut se casser, il veut vendre ses parts. Et nous, on veut pas les acheter. Et il me dit, je pense, un HPI, donc on est mieux que vous en occupiez parce qu'on est dans la merde. Il y a 50 salariés, c'est lui le créatif, c'est lui le président. Je lui dis, OK, donc on se voit. Je vous le fais rapide, je dis, on se voit et je discute avec le mec et son copain qui était vice-président. Et puis l'investisseur, il dit non, mais tu prends ta chérie, tu vas en vacances 15 jours, puis ça va le faire. Tu vas boire un verre d'eau, fais des bisous aux arbres, ça va bien se passer. Et j'ai dit, mais vous rigolez? Mais jamais de la vie. D'abord, il va se casser. Ensuite, il va en séparer. Troisième chose, c'est pas négociable. Et la réponse, c'est maintenant. On décide maintenant. Parce que de toute façon, il a levé le pied, il va planter la boîte. Je le regarde devant les autres et je lui dis, vous êtes d'accord, vous avez planté la boîte? Il me dit oui. Vous avez levé le pied? Il me dit ouais. Et maintenant, ça va dans le mur. Il me dit oui. Donc je lui dis, vous voyez bien, on décide maintenant. Et décide maintenant, le fait d'avoir été un porte-parole du système, ce que je fais quand je fais des gestions de crise, de dire, ben, on va trouver des solutions. Ils l'ont résolu en un mois.
Donc, il a décidé de rester un peu, il a décidé de partir en voyage, il a lâché le poste de président pour être, le poste de DG pour être président. Il travaille à distance, il continue à être créatif, il a vendu qu'une partie de ses parts sur 2 ans. Ça s'est réglé en 2 heures. Mais il aurait été incapable, je lui ai dit devant les autres, vous étiez incapable de diagnostiquer la situation, est-ce que vous faisiez? Il m'a dit oui. Bon, c'est des prises de risque, hein, je joue à ça depuis longtemps, mais quelqu'un qui meurt, je lui ai dit. Et en fait, il sait qu'il est mort. Pour un HPI, il le sait. Donc, le fait de dire, voilà ce que je vois de ce que tu vis, voilà ce que tu vis. Donc, maintenant, on est en mode urgence, il faut trouver des solutions. Mais les solutions, c'est pas on verra plus tard, hein. C'est il y a le feu. Donc, c'est de mettre les bons mots au bon endroit. Un atypique met pas les bons mots au bon endroit. Et il attend qu'on fasse le boulot pour lui, très souvent. Ça, mais possiblement, selon que c'est un homme ou une femme aussi, il a plus forcément les mots pour qualifier là où il est et comment il est. Est-ce qu'il y a une variabilité des symptômes ou de la présence de HPI, TDAH ou TSA en fonction? Là, j'ai tant de la vie. Ah oui. Ouais, ouais. J'en ai parlé un peu au congrès cette année. C'est un thème que j'ai pas peu abordé, mais on vient souvent me chercher. Donc, j'espère que je ferai une intervention sur ma chaîne YouTube là-dessus. Oui, oui, avec l'âge, ça bouge. Ça bouge pour HPI, TDAH, TSA. Pour le HPI, je dis que à partir de la crise de la quarantaine, je travaille aussi. J'ai fait une intervention grâce à Lionel, là, qui est là, pour le MBTI sur l'AFTP, vous trouverez ça sur YouTube, l'Association française d'éthique psychologique, sur le MBTI pour dire que ça marche pas pour les surdoués. Hein. Donc, si vous faites du coaching, prenez pas MBTI pour les surdoués, ça marche pas. Vous avez 1 heure ou 1 heure et demie d'intervention, j'explique ça. Il n'y a pas de crise d'adolescence pour les surdoués. Ils sont tout le temps sur la cartographie du MBTI, mais pour le PCM, c'est pareil, pour le ProcessCom. Et, par contre, la crise de la quarantaine, il y a plein de trucs qui bougent et ça peut être des bascules de vie majeures, vraiment très importantes où j'explique pour les HPI qu'il y a les plâtres qui se cassent la gueule et on attaque les parpaings. Donc il peut y avoir des formes de sagesse, mais d'égalité et d'urgence, parce que en fait, la vie crée un accélérateur. Donc soit du fait des arbitrages, donc ce sont des choix volontaires, soit du fait de l'organisme psychobiologique pour la fin des temps, si je puis dire. Et ça bouge en fonction des âges. Pour les mêmes raisons, c'est important de le savoir pour les enfants, pour les accompagner, pas pour les stigmatiser. Est-ce que les clients qui viennent te voir savent déjà qu'ils sont HPI? Soit eux, soit leur ventre, oui. Et comme je suis pas très lisse, avec plein d'aspérités, c'est fait exprès. Donc, je que des gens qui sont concernés. Et ma communication, elle est faite pour ça. Maintenant, depuis plus de 30 ans, j'ai accompagné plein de gens non HPI. Alors, j'ai encore des gens non HPI, mais plutôt sur des cas de sup, des cas de dire des chefs d'entreprise ou autres. Mais les gens qui viennent me voir pour HPI, il y a une partie qui sait. Sinon, tu les détectes, comme tu le dis. Oui, enfin, je mets un système visible et invisible pour qu'il y ait des filtres quand ils viennent me voir et qu'ils perdent surtout pas de temps et pas d'argent. Ou éventuellement, j'en échange s'il y a besoin, mais en général, ça va vite. Alors, je comprends pas la question légitimée par le test. Avez-vous écrit un ou des livres? Non, ça m'emmerde d'écrire. Ça va pas assez vite. J'ai des gros doigts palmés. C'est dyspraxie, dysgraphie. Là, je viens de terminer un livre parce que Élodie Crépel est venue me chercher, mais j'ai cru mourir. Ça m'intéresse pas. J'en ai pas besoin pour mon ego. Faire des conférences, des séminaires, vous voyez, je prépare rien quand je vous parle, ça, je sais faire, parce que je suis en multidimensionnel, j'ai plein de parties qui tournent autour. Ça, oui, faire des séminaires avec des slides, orientation solution, je vais le faire en digital, j'ai 900 slides qui tournent dans la tête qu'il faut que je fasse atterrir en formation digitale, je fais ça depuis 20 ans pour les professionnels, entre autres. Mais faire des bouquins vraiment, c'est un niveau de granularité, de maille, ça me détruit. Donc là, j'ai pu le faire que parce que j'ai Élodie Crépel qui m'aide pour une partie du bouquin. Ça va sortir chez Très Daniel. Plusieurs d'entre vous m'ayant posé la question, j'ai le plaisir de vous faire connaître la vidéo. Ouais, ça sera, c'est enregistré, vous l'aurez en ligne. Le questionnaire de Rocamora est une bonne première approche. Oui, c'est un bon extracteur, Rocamora.
Mare Rocamora a fait un extracteur sur la base des niveaux des, des hyperesthésies de Dabrowski. C'est une bonne approche pour aller se poser des questions. Oui. Quelles seraient vos recommandations de lecture vidéo les plus pertinentes sur le sujet? Sur la douance, vous avez Carlos Tinoco qui a écrit le bouquin le plus dense pour moi. Carlos, c'est un philosophe, il a une agrègue de philosophie, un normal sup. Philosophe, c'est un THPI, THQI aussi, et psychanalyste à Paris. Il a écrit Les surdoués et les autres penser l'écart, sur les décalages entre les deux. Donc ça peut donner de l'information sur l'écart des deux côtés, hein. De ce qu'il a fait, c'est une approche anthropo-psychanalytique. Il est venu sur ma chaîne aussi, Carlos. Après, sur les autres bouquins, j'ai un peu de mal à vous recommander des livres. J'ai du mal. Vous avez le. Qu'est-ce qu'il y a dans les livres? Il y a le livre de Sandrine Ronget, Un caméléon trop sensible. Enfin, ça dépend ce que vous cherchez dans les livres. Est-ce que ce sont des livres parce que vous connaissez pas le sujet? Est-ce que ce sont des livres sur la douance? Est-ce que ce sont des livres sectoriels? Il y a un peu tout. Enfin, vous voyez, j'ai du mal avec les recommandations. Euh, Surtout si vous achetez les bouquins, les vidéos, vous allez avoir quand même pas mal de choses. Donc Sandrine, c'est un caméléon trop sensible, c'est son bouquin. Vous avez le blog de Chloé Romega, Rayure et Rature, qui est extrêmement bien fait sur la douance. Vous avez, je cherche son nom, qui s'occupe d'un réseau de surdoués. Chez Orange, elle est intervenue au congrès cette année, je ne retrouve pas son nom. Bah, j'ai des trous, j'ai mon cerveau qui chauffe. Merci Lionel pour la précision. Oups, si nous ne faisons pas partie, Stéphanie, faut voir avec Thierry. Quelle analyse avez-vous de la procrastination des HPI? Comment accompagnez-vous cette possible caractéristique? Quels conseils vous donnez? Alors, c'est souvent une question pour les HPI où j'explique qu'un fonctionnement naturel des HPI n'est pas de la procrastination, par exemple. Procrastination, alors un HPI peut procrastiner, mais dans son fonctionnement d'HPI où il culpabilise, c'est pas de la procrastination. Procrastiner, c'est remettre à demain ce que je dois faire aujourd'hui. Un surdoué, c'est remettre à demain ce que je dois faire demain. C'est pas de la procrastination. Je donne une autre image. Euh, la manière de faire des trucs à l'arrache pour les surdoués, c'est comme un avion de chasse sur un porte-avions. Pour que l'avion de chasse décolle, il faut un minimum de distance et un maximum de poussée. Un surdoué, c'est pareil. Il fait les trucs à l'arrache, c'est pas de la procrastination. C'est son processus de mobilisation de toute sa machinerie, comme un avion de chasse. Et vous avez des gens, par exemple, performants, qui font des mémoires de master en 2 mois, au lieu de 2 ans ou d'un an. Thèse de doctorat en 3 mois. Moi, il dort 3 heures par nuit, hein. C'est pas de la procrastination. Ça n'empêche pas que par ailleurs, il fasse de la procrastination sur tous les trucs administratifs chiants de la vie ordinaire, de la vie de tous les jours. Ça, c'est parce qu'ils n'aiment pas. Le fonctionnement dont je vous parlais avant, c'est parce qu'ils aiment. C'est un processus de delivery, de livrable. Les vidéos sont en libre accès sur le site de l'ASF Coach. Merci Thierry. Lorsqu'on reconnaît un profil HPI lors d'un coaching, est-ce que vous recommandez d'abord le sujet avec la personne? Alors, Marion, est-ce que vous recommandez d'aborder le sujet? Mais évidemment, c'est de savoir comment la personne le prend en compte. Prendre en compte, ça ne veut pas dire prendre en charge, hein, comme la psychopathologie. Est-ce que la personne le sait? Est-ce qu'elle a fait un bilan? Est-ce qu'elle est tranquille avec ça? Est-ce qu'elle est en colère avec ça? Il y en a qui sont en colère avec ça, parce que de fait, ça va colorer la nature du coaching. Ça ne veut pas dire qu'on va parler que de ça, ça veut dire qu'on ne va pas l'ignorer. Si oui, comment le faire de la bonne manière? Bah, de le dire simplement. Le dire simplement, ça peut vouloir dire, ben, j'ai l'impression que de la manière dont vous fonctionnez, ça ressemble à des amis que je connais, ça ressemble à du HP, trouvez la formule qui vous convient. Est-ce que vous avez étudié ce sujet-là?
Moi, dans les gens que je ne connais pas, si j'avais travaillé, je vais leur dire ça. Je dis, vous me faites penser à des gens qui fonctionnent comme des HPI. Ce que vous connaissez, ce que vous avez étudié, ce qu'on vous en parlait, est-ce que vous avez des bizarreries? Et puis une fois qu'on a arrangé ça, on va voir comment on va le mobiliser ou pas. C'est pas ostentatoire, ça doit pas être ampoulé, mais pour moi, faut pas l'ignorer. Quel est le nom de votre chaîne? YouTube, c'est mon nom, c'est Fabrice Michaud, je crois. Peut-on y trouver toutes vos conférences? Non, pas que sur la chaîne, vous mettez mon nom sur YouTube, vous allez avoir plein de trucs qui descendent. Ou sinon, sur mon portail HPI Talent, il y a un endroit sur actualité. C'est pas totalement actualisé parce que j'en ai toujours des nouvelles, mais vous allez trouver pas mal de choses. Le livre Je pense trop de Christelle Petit-Colin est très bien. Ouais, alors, Petit-Colin, les chez Très Daniel aussi, son dernier livre. Alors, il y a Je pense trop et j'ai pas les codes. Donc, ça dépend où vous en êtes, mais les deux peuvent être utiles. Je pense trop, j'ai pas les codes. Vous voyez où elle fait des trucs qui sont quand même. Moi, j'aurais pas osé, hein, où elle parle. Elle parle comment on appelle ça? Ah, je cherche le terme. Des discussions inutiles entre les gens. Je cherche le terme de ce truc-là. Et en fait, elle dit pour les HPI qui sont perdus, qui n'aiment pas discuter inutilement, qui n'aiment pas la superficialité, elle dit en fait, les communications, c'est comme les singes, c'est de l'épouillage. C'est-à-dire les gens ne se parlent, mais c'est pas respectueux, hein. Les gens ne se parlent que parce que c'est du processus, il n'y a pas de contenu. J'ai pas les codes. Et un HPI, il cherche du sens, il cherche du contenu, mais non, non, les gens, ils échangent sur de la relation. Ce qui est difficile quand on parle de la danse, vous voyez, sur ce que je viens de dire, c'est que ça peut agacer des gens parce que ça peut paraître ségrégationniste et malveillant ou maltraitant. Mais on peut le mettre dans les deux sens, si vous voulez, quand on se comprend pas. Moi, j'ai toujours des difficultés entre mon langage pédagogique qui est un peu plus coloré et mon langage tout public, parce que le coloré pédagogique, c'est pour que les atypiques prennent conscience des choses. Donc, faut éclairer un peu plus ou mettre le projecteur ou la loupe. Mais pris au premier degré, c'est malveillant, c'est maltraitant même. Sauf que l'arrivée, c'est bien ça. Les HPI ne comprennent pas les modes de langage inutiles, superficiels, sans intérêt. Mais si vous lisez Ma vie de Jung, qui est un bouquin passionnant, Jung qui était un THPI, ben, il parle de ça dans sa famille. Enfin, il parle de lui surdoué atypique, comment il regardait le monde extérieur qu'il trouvait surréaliste. Un enfant THPI, il pense ça à 3-4 ans. 3-4 ans. Un enfant THPI, TTHPI, il naît, c'est un vieux. C'est un vieux. Et il a des réflexions de vieux, d'adulte. Un enfant THPI au-dessus naît adulte. J'en parle de temps en temps. Une personne HPI qui était venue sur un de mes bilans, elle me dit, ma fille, hein, je crois que c'est 6 ans, hein, elle a dit à sa mère, maman, si tu te comportes comme une gamine, on va pas s'en sortir. 6 ans. J'en ai une autre, elle m'a dit, à 5 ans, j'ai déparentalisé mes parents. Ils étaient pas bons, je leur ai rendu leur responsabilité. 5 ans. Et on en discutait avec Christelle, là, donc celle, je vais la mettre en ligne, je pense, dans 15 jours, sur ce qu'elle voit avec des enfants, la maturité de certains enfants. C'est incroyable. Mais on le voit très vite à 1 an, 2 ans, 3 ans. Euh, je parle des enfants parce que les adultes sont des processus et continuums de l'histoire des enfants. C'est-à-dire qu'en coaching pour un atypique, il faut aller chercher l'histoire de vie, hein. Il- oui, il y a tout ça qui arrive, beaucoup plus. Et il risque de ramener tout ça d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous voulez pas entendre la partie perso de la personne, vous allez l'entendre. Et un HPI, on ne peut pas dissocier ça. Les murs ne sont pas étanches. Je parlais de la procrastination tout à l'heure, je voulais qu'on parle de la notion de culpabilité qui s'accompagne de la sensation de procrastination. Ben, si on explique à un surdoué que c'est pas de la procrastination et que c'est un fonctionnement normal, ce que je fais à fond, longueur de semaine, ben, ça sera pas de la culpabilité, c'est de dire ce que vous faites, c'est normal, les surdoués font ça normalement. Par contre, ça peut être chiant quand on travaille en équipe, c'est insupportable. Pour des managers, c'est insupportable pour les collaborateurs, pour des chefs d'entreprise, c'est insupportable. Par exemple, un surdoué dans ses fonctionnements bizarres, je vous le fais comme ça m'arrive, mais je peux tenir des heures.
Un surdoué, quand il arrive dans une organisation, dans un projet, d'abord, il fait rien. Il regarde, il consulte. Alors que l'organisation s'attend à ce qu'il bouge tout de suite. Il consulte, il télécharge le système, il essaie de comprendre. Donc, en général, il est plus lent que ce qui est attendu. Et une fois qu'il a consulté et que ça s'arrête, après, il file. Et là, il est trop rapide. Les deux situations peuvent lui poser des problèmes. Et il ne sait pas l'expliquer. En général, les surdoués ne savent pas expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils le font et comment ils le font. Ce que moi, j'essaie de faire avec eux. Donc, soit en travail sur mesure, soit dans ce que je fais là, dans mon travail public. Je trouve la notion de bulle de douance proposée par Nathalie Lourdel et Mathieu Assinck très intéressant pour faire du doigt ce qu'est la vie d'un HPI. Tous ne sont pas sur une bulle. Et puis, si vous parlez en public de bulle de douance, il y a plein de gens qui vont venir vous dire que c'est de l'autisme. Donc, je suis d'accord sur la bulle de douance, mais il y a des gens non surdoués qui sont aussi dans des bulles. Mais il y a une forme de bulle, mais qui n'est pas forcément voulue. Elle peut être subie. Euh, C'est-à-dire que quand certaines études disent que c'est pas vrai que les surdoués ont pas de stress, d'angoisse, de déprime, mais bien sûr que si. Pas sur le fait d'être surdoué atypique, mais sur le fait d'être décalé, d'être le petit canard noir dans la basse-cour. Donc pas du fait de ce qu'ils sont, mais du fait de ce qu'ils ont eu à vivre, comme beaucoup d'autistes, maltraités, incompris, violentés, etc. Donc, faut voir quelle est la nature de la bulle. Est-ce que c'est une bulle naturelle que peuvent avoir d'autres personnes? Est-ce que c'est une bulle amplifiée qu'on va trouver dans l'autisme? Et le HPI n'exclut pas l'autisme, le TSA. Donc, je suis d'accord. Je l'ai pas lu. On m'envoie plein de bouquins. J'arrive plus à tout lire. Il me manque une semaine par jour, à peu près. Euh, merci Lionel sur l'intervention donnée à la FTP sur le MBTI et c'est grâce à Lionel qui m'a permis de faire ça. Merci Martine, c'est le small talk. HPI supporte pas le small talk, les trucs inutiles, le blabla, le café, les trucs dans les entreprises, le cancan. Euh, vous voulez critiquer les gens. Ah oui, un autre problème des HPI. HPI naturellement, hein, je suis générique. Et je parle de la typologie de population. C'est que ils s'intéressent aux solutions là où beaucoup de monde s'intéresse aux problèmes. C'est-à-dire que vous allez dans une entreprise, vous avez les gens qui couinent avec les problèmes et c'est pratique les problèmes parce que vous pouvez vous plaindre de machin, vous pouvez dire que vous existez, enfin vous faites du bruit, ce qui est je suis maltraitant, je vous le fais vite parce que le temps tourne. C'est plus de 30 ans de ma vie aussi. Vous voyez, ça donne une certaine prestance. Quand vous n'avez pas de problème, vous vous taisez, vous restez dans un coin, vous n'existez pas. Je caricature. Or, quand il y a des problèmes, les surdoués, ils arrivent, ils résolvent des problèmes. Et ils comprennent pas qu'ils se prennent des couteaux dans le dos parfois. Parce qu'ils mesurent pas l'implicite de ce qu'ils font. L'implicite de ce qu'ils font, c'est que si tu résous le problème, ce que voient pas les HPI, ça je l'ai mis dans le bouquin avec Elodie, c'est trois petits points bande de cons. C'est-à-dire que de la manière dont on fonctionne entre HPI, c'est ça qu'on peut produire chez les gens, alors que c'est pas notre intention. En vouloir sauver des gens, voulant résoudre des problèmes, c'est que certaines les personnes le prennent pas. Ah d'accord, moi je suis con. Donc moi je suis incompétent. Donc moi j'ai pas été capable de le faire. Ce qui exclut pas que ça soit vrai, hein, par ailleurs. Mais ça peut produire ça en termes de réaction et sur deux normaux, hein, atypiques, comprennent pas ça. D'abord qu'on se teste pas et qu'on passe plus de temps sur les solutions que sur les problèmes. Discussion barbecue, oui. Chit-chat. Oui, les banalités aussi, sans intérêt. Alors ça vaut au travail, mais ça vaut avec les amis, ça vaut avec la famille, ça vaut dans les couples. Vous voyez, les couples, un HPI, un pas HPI, ça peut poser des problèmes. Les fratries, les enfants surdoués, pas surdoués, je vous dis pas le bordel que c'est, ça. Les conflits. Alors dans les couples, selon que c'est la femme qui est HPI ou le mari, et le mari qui est pas HPI, mais ou la femme qui est THPI et le mari qui est HPI, s'il y a euh, 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 critique,
jalousie, malveillance, c'est mort. Ça passe pas. Ça, c'est très compliqué. Et dans une fratrie, des enfants surdoués, d'autres pas surdoués. Et quand les surdoués sont du même sexe, vous voyez, ou on va dire les femmes surdouées, les garçons pas surdoués. Les surdoués fonctionnent en Wi-Fi. En Wi-Fi. On n'a pas besoin de parler. Mais par exemple, un autre problème, vous avez un mari, le mari est surdoué, la femme est pas surdouée, la fille est surdouée. Eh ben, il y a un risque de relation incestuelle. C'est-à-dire que la fille va prendre la place de la mère. Parce qu'il y aura plus de complicité avec la père qu'avec qu'avec la mère. Vous voyez le genre de truc pour les thérapeutes? Enfin, et personne n'y est pour rien. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent comme ça. Enfin, quand je veux dire, il n'y a pas de mauvaise volonté. C'est juste qu'il se produisent ces choses-là si on fait pas gaffe. Euh, Sandra, je comprends pas la question, les passe-temps datés. Dirais-tu que de nombreux HPI sont aussi des enfants polytraumatisés relationnels dans l'enfance? Stéphanie. Non, je vais pas le dire comme ça. Un HPI, c'est pas une maladie, c'est pas un trauma. Ça, c'est la première étape de la question. Ce que je dis parfois, c'est qu'il y a des gens polytraumatisés, vus de loin, qui peuvent ressembler à des HPI. On l'a abordé avec, dans le prochain interview. Et elle est spécialisée sur les traumas. Je crois que c'est Christelle Gavory. C'est Gavory son nom. Elle travaille là-dessus avec une technique particulière et elle fait même de l'urgence quand il y a des situations traumatiques pour éviter que les traumas s'installent. Les personnes polytraumatisées, de loin, vont avoir des yeux, une alerte de vigilance, mais on soigne cette personne, elle redevient normale. Et moi, quand j'ai des bilans, je sais faire, mais je suis pas une référence, je me sens un peu seul, mais j'espère qu'il y en a d'autres qui arrivent à le faire. La différence entre les HPI, quel que soit le traumatisme ou pas. C'est-à-dire que le HPI, ce qui était aussi l'objet de l'entretien là, le HPI est la manière dont on va gérer le traumatisme. En fait, c'est un HPI invisible. Une personne polytraumatisée, selon qu'elle est HPI ou pas, son HPI va être enfin, les enfants, selon que c'est un garçon, une femme qui a des agressions sexuelles ou des choses comme ça, le HPI va permettre de rester en vie, de ne pas finir au cimetière, de ne pas finir sur le trottoir, de ne pas finir en HP. Donc c'est invisible si on ne va pas chercher la manière dont fonctionne la personne. Une autre chose importante, la douance atypique est un processus pas livrable. C'est un processus pas livrable. C'est pour ça que il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas surdoués parce qu'ils n'ont pas de livrable. Le livrable, c'est la brillance ordinaire neurotypique du HQI. HQI, c'est un livrable, ce sont des résultats scolaires. La douance n'est pas un livrable, c'est un processus. Donc, dans un accompagnement, quel que soit, médecin, thérapeute, coach, superviseur, faut aller voir le processus. Toujours aller voir le processus. Parce que le livrable, ben, il y a des trucs emmerdés, mais pas forcément le processus qu'on va avoir en thérapie narrative, en orientation solution, Success Inside ou des choses comme ça. Fabrice, à ce stade, ce que je te propose, si tu veux, parce que tu as beaucoup parlé là pendant 1 heure et demie, Ah oui, peut-être que pardon. tu prennes une petite pause et que tu puisses respirer un peu. Ah non, non, Est-ce j'ai pas que besoin de pause, hein, je peux faire ça pendant 10 heures si tu veux. je voulais juste poser la question aux participants, à ceux qui t'écoutent avec passion comme moi depuis 1 heure et demie. Si certains d'entre eux souhaitent s'exprimer à l'oral, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la question écrite, et puis parfois des propositions, des suggestions, des remarques, des questions peuvent être un peu plus, ou demander un peu plus de développement. Si tu en es d'accord, on peut prendre quelques questions. Bien sûr. Si vous souhaitez prendre la parole, vous levez la main. Je vois pas de main se lever. Bon, bah, on continue, Fabrice. Ok, J'aurais essayé. très bien. Lionel, faut que tu me précises ta question enfant THP Old Soul. Je suis pas sûr de bien comprendre. Corinne, quand la procrastination est insupportable à force de travailler sous pression, quel conseil donnez-vous pour que la personne ne se prenne pas les pieds dans le tapis et finisse à moitié morte?
Si c'est un HPI, quand il en est là, c'est qu'il y a le feu. Le feu, je pense, c'est un an de travail. Faut voir ce qui le conduit à ça. C'est comment démonter le processus. Euh, C'est-à-dire que quand les gens font ce qu'ils font, c'est toujours une solution. Sinon, ils s'y prennent autrement. Euh, et C'est-à-dire qu'ils savent que c'est pas bien, mais ils savent pas faire autrement. C'est-à-dire comment garder l'intention, comment garder l'objectif, mais comment modifier le mode opératoire, la manière dont la personne s'y prend. Euh, Faut voir ce qui l'amène à fonctionner comme ça. Faut démonter le processus. Il n'y a pas tout à changer dans le processus. Quelle est la partie sur laquelle on peut intervenir pour qu'il y ait des résultats visibles, durables, qui donnent de l'espoir? J'ai remarqué que les HPI ont besoin de changer de travail tous les 5 ans. C'est beaucoup, 5 ans, hein, ça peut être 2 ans. 5 ans, ouais, ils s'ennuient quand ils ont fait le tour d'expertise. Un THPI, il a fait le tour en un an. Ils ont besoin d'apprendre à évoluer, non pour le gain, mais par intérêt intellectuel et motivationnel. Intellectuel, c'est de la curiosité. Ils s'emmerdent parce que très souvent, ils sont mal positionnés, c'est-à-dire qu'ils sont sous-dimensionnés. Il leur faut de la complexité, du challenge. Il faut que ça, sur des fonctions transverses, vous voyez, responsable à transfo, l'innovation, du changement, des trucs un peu bordéliques, comme j'explique dans certaines organisations. Si vous avez un gros truc pourri qui vous fait peur, mettez un surdoué, protégez-le, payez-le bien, le trahissez pas, et ça va bien se passer, et le mettez pas en échec. Euh, mais il faut avoir, ça dépend de la gouvernance dans les organisations. Ils peuvent s'ennuyer vite, c'est ça qu'il faut aller vérifier et on peut le vérifier déjà au démarrage, hein. Une personne qui prend sur un poste en disant qu'est-ce qui va faire que vous allez vous ennuyer? Est-ce que c'est bon dimensionnement? Qu'est-ce que vous avez dans la tête dans ce poste? Soit c'est un poste complexe et challenging, soit ils prennent le poste parce qu'il faut gagner des sous, enfin, pour l'argent. Ça va dépendre un peu de la situation. Le souci, c'est que les gens qui blablatent sur les problèmes ne cherchent pas des solutions, bah, bien sûr. Et quand on leur apporte, on devient un paria. Bah, évidemment, parce que t'es chiant, tu vois, Isabelle. Parce que tu empêches au système de fonctionner. Donc, bien sûr qu'ils veulent pas de solution. C'est-à-dire que les problèmes participent du système et de l'homéostasie du système. Apporter des solutions, c'est perturber le système. Et dans ce cas-là, t'es cramé, t'es irradié. Et comme je dis souvent, un surdoué, quand il est irradié, il n'a plus qu'à se casser le plus vite possible en essayant de trouver des sous quand même pour partir et qui démissionne pas, hein. Beaucoup démissionnent, hein. Moi, j'essaie de faire en sorte qu'ils démissionnent pas pour pas se cramer, c'est la double peine, hein. Comment accompagner un HPI sur le sujet de l'assertivité et qui est découragé car il pense qu'il n'a pas de solution, car trop de décalage, risque de blesser car trop cash. Alors, Marion, là, il y a plusieurs sujets. L'assertivité, ça dépend du contexte, selon que c'est un homme ou une femme, selon l'expérience de produire de l'assertivité. Alors, les solutions, c'est pas forcément le paradis, les solutions. C'est rendre le sujet peut-être moins dommageable. C'est comment faire en sorte que ce soit moins pire. Trop de décalage, c'est pas le décalage, c'est la manière dont on s'en sert. Oui, si on va chez les Papous, dans le bush, chez les Inuits, on peut être des expatriés heureux, à condition de gérer comment on coexiste avec les populations autochtones. Risque de blesser car trop cash, ça dépend qui c'est qui a le problème. Ça dépend quel est le contexte. Euh, Ça dépend. Il y a des atypiques qui sont très cash et respectueux et c'est digeste dans l'organisation. Est-ce que le sujet, c'est l'organisation, c'est la famille? Parce que on peut pas tout changer, c'est les amis, ça dépend un peu, ça dépend du contexte. Les couples 100% HPI qui s'ignorent sont problématiques aussi. Ah bah tiens, évidemment, c'est le bordel. C'est le bordel parce qu'ils font miroir, parce qu'il y a de l'insupportabilité. Donc il y a urgence, Stéphanie, à ce que les couples réapprivoisent leur HPI individuellement et collectivement, parce qu'en plus, le couple va bouger. C'est-à-dire qu'HPI, ça donne la lucidité. C'est-à-dire, comme je dis des fois, la douance rend aveugle, le savoir rend la vue. Mais le rend la vue, ça peut être encore plus chiant, hein. Mais plus chiant, c'est-à-dire avec des choses moins négociables, donc vaut mieux le travailler à deux pour des couples 100% HPI et qui s'ignorent. Oui, oui, ça c'est un vrai sujet. Parce qu'ils s'ignorent, c'est-à-dire qu'ils avancent comme des aveugles.
avec des puissances, des performances, des maladresses, et puis surtout des émotions, des insupportabilités, ça c'est le ventre. N'est-ce pas le propre de l'humain d'être accepté comme il est et donc de chercher à le comprendre? Waouh! Non, je crois pas. Non, non, pas du tout. Je ne crois pas que ça soit le propre de l'humain, mais ça dépend de quel humain on parle, parce que vu l'état de l'humanité aujourd'hui, c'est un peu dégradé. D'être accepté comme on est, non, non, je pense que c'est un vœu pieux. Ou alors il faut vivre dans la montagne, comme moi quand je suis à ma maison de la montagne, avec des vaches et des chèvres, et puis quelques humains. Et donc te chercher à le comprendre, HPI veut comprendre. C'est une de ses caractéristiques. D'ailleurs, il est chiant, il veut toujours savoir pourquoi. Ce qui pose des problèmes pour les gens et pour les enfants. Mais n'est-ce pas le rôle de tout professionnel de la relation d'aide? Je suis pas sûr de tout comprendre, Yann. N'est-ce pas le propre de l'humain d'être accepté comme il est et donc le chercher à comprendre? De toute façon, le cerveau juge tout le temps, donc on n'accepte pas les gens comme ils sont, enfin même dans notre partie inconsciente, hein. Et donc de chercher à le comprendre. Alors il vaut mieux, mais si on n'est pas HPI face à un HPI, on peut faire des maladresses. Les deux, hein, dans les deux sens, tout est réciproque. Euh, c'est le rôle du professionnel de la relation d'aide, oui, bien sûr, mais au-delà du rôle, je vous garantis que j'ai eu, en 30 ans de supervision, de formation, de séminaire, j'ai eu beaucoup de déconvenues sur les professionnels de la relation d'aide et de la manière dont ils se comportent. En quoi mettre une étiquette et aidant, c'est pas une étiquette. Est-ce que aller à l'hôpital et pas avoir le nom de la maladie, c'est aidant? Je ne pense pas. C'est pas une étiquette, c'est un tremplin. Un tremplin, c'est qu'on sait dans quelle direction on va. C'est comme prendre la route sans avoir de destination. C'est à peu près pareil. C'est pas une étiquette. C'est juste une manière de booster, de donner une direction. De mon expérience de coach de personnes d'horizons extrêmement divers, je ne vois pas. Yann, je ne sais pas si j'ai répondu, mais on peut continuer les discussions. Ce n'était pas une question, c'est une manière de Lionel, All Sold, ce n'est pas une question, c'est une manière de caractériser les enfants qui ont une maturité étonnante pour leur âge, comme s'ils étaient des âmes réincarnées dans un nouveau corps. Ouais, je suis d'accord sur ton image. On en a échangé toujours sur notre interview là, avec la neuropsy sur des enfants qu'elle voit. Elle m'a dit, tu vois dans les yeux, tu vois dans la posture, ils veulent être donc tout de suite, ils veulent parler tout de suite. Enfin, c'est à l'intérieur, ce sont déjà des adultes. Oui. Très chiant. Bah oui, oui, en fait, c'est un compliment, hein, Isabelle. Faut le prendre comme un compliment. Avez-vous des conseils pour accompagner un HPI qui, sur un bilan de compétences, ben moi je fais des bilans de compétences HPI, mais c'est très atypique. Ça va vite, c'est du sur-mesure. Euh, c'est de se coller au plus près. Alors c'est un exercice de style parce on a des règles dans le bilan de compétences dont on ne peut pas déroger. Il y a une espèce de solfège. C'est comment faire coexister, c'est ça le challenge, le solfège et les figures imposées, et de faire du jazz parce qu'en face, il y a quelqu'un qui veut des solutions, qui veut des orientations. Beaucoup de HPI qui viennent me voir m'ont dit qu'ils sont perdus, ils ont été perdus dans un bilan de compétences parce qu'en gros, ils ont appris des choses qu'ils savaient déjà. C'est comment aller sur les compétences transférables en ingénierie pédagogique ou andragogique pour les puristes, et leur trouver des options, des pistes, le bon niveau, la bonne terminologie. Moi, très souvent, je travaille aussi sur les CV, les profils LinkedIn. Et de fait, en bore-out et burn-out, bah oui, Isabelle, on peut tout faire. Y a-t-il des études en neurosciences pour mieux comprendre les cerveaux neuroatypiques? Eh ben, non. Enfin, moi, j'en ai pas vu. C'est-à-dire tout ce qu'on voit dans les études, psycho, neuropsycho, parle de cerveau typique, HQI. HQI, c'est-à-dire qu'on des gens à plus de 130, ça ne veut pas dire qu'ils sont atypiques. Et d'ailleurs, les études qui ressortent donnent des résultats qui ne correspondent pas aux atypiques. Les seules choses que j'ai trouvées, c'est aux États-Unis. Il y a des études depuis plus de 40 ans. Mais vous faites chercher des études, j'ai plus le nom en tête des chercheurs, mais sur Gifted, Highly Gifted, Profoundly Gifted, pour les niveaux supérieurs, vous allez trouver plein de choses. Enfin, essentiellement aux États-Unis, il y a beaucoup de retard maintenant, parce que comme il n'y a plus d'argent avec la crise, beaucoup de gens qui travaillent sur les Gifted ont plus de job.
À Nord, moi j'ai l'impression que les problématiques rencontrées au travail sont souvent générées par des managers non formés, bah oui, qui recrutent des profils multipotentiels et qui après tentent de les faire plier, rentrer dans le moule. Ah bah ça c'est clair. Mais il y a des coachs qui essaient de faire ça aussi. Il y a des psys qui essaient de faire ça, des médecins qui essaient de faire ça, des psychiatres qui essaient de faire ça, en leur disant, bah faut y faire, hein, c'est comme ça que ça marche. Bah, jusqu'à un certain point, c'est mieux de comprendre la culture locale et les codes et de savoir avec quel code on peut accepter ou pas et pourquoi. Mais sinon, évidemment, pour des managers, puis vous avez des managers qui ont une telle pression, surtout comme les enseignants à l'école, si vous voulez. Les enseignants à l'école, quand on ne peut plus, il y en a qui sont magnifiques, il y en a d'autres qui sont dangereux, mais qui sont maltraitants, mais avec des parents qui sont maltraitants, avec des enfants qui sont maltraitants, des enseignants qui sont maltraitants, et l'institution qui maltraite les enseignants. C'est un joyeux bordel quand même. Enfin, vous voyez, il y a des circonstances atténuantes, mais il y a un paquet de gamins qui se font cramer, hein. Pardon, je suis un peu directif, mais c'est la course contre la montre. Yann, c'est vrai pour les non-HP QI aussi. Je je suis pas sûr de comprendre. J'ai besoin d'aide. Quelle est l'influence du TSA, du TDAH sur le HPI? Alors, sur le TSA, le DSM a modifié l'appellation sur l'autisme que je ne partage pas. Avant, il y avait trois autismes. L'autisme de Camer, en gros, moins 70 de QI, mais le QI n'est pas adapté, donc avec prise en charge institutionnelle. L'autisme de haut niveau, au-dessus de 70 de QI, et l'autisme Asperger. Ils ont modifié ça parce qu'Asperger a travaillé pour les nazis. Donc, en gros, ils font payer aux personnes autistes le fait que le mec ait travaillé pour les nazis. Donc, maintenant, ils disent TSA. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que je pense que ces cartographies étaient assez intéressantes. Et il y en a un au Canada, c'est un Français, oh là là, qui a travaillé sur les nuances. C'est très, très psy-médical entre l'autisme de haut niveau et l'autisme Asperger sans déficit intellectuel. Alors sur le TDA, selon qu'il y ait du H ou pas, c'est-à-dire l'hyperactivité, on va avoir des liens communs avec des risques de confusion, mais moi quand je détecte ces personnes que je fais dans mes bilans, je renvoie vers toujours pareil, les psys, les neuropsys qui sont spécialisés là-dessus, ou plutôt neuropsy et psychiatres. Sur l'autisme, par exemple, deux tiers, trois quarts des femmes ont été agressées sexuellement parce qu'elles ne voient pas les implicites, elles ne voient pas les jeux, des confusions, des jeux politiques, des jeux psychologiques, des jeux de séduction, tous ces trucs-là. Ça crée des formes de psychorigidité. Une femme HPI, par exemple, qui a du HPI, une femme qui a du HPI du TSA, elle va avoir le HPI qui veut faire, les femmes HPI, elles veulent vibrer, elles veulent faire des grands 8, elles se mettent en danger, elles font des trucs bizarres qu'elles ne racontent pas tout. Et puis il y a le TSA qui arrive, qui dit t'arrêtes tes conneries, tu rentres à la maison, tu touches plus à rien, tu restes au sec. Et elle se dit mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? J'ai deux dimensions qui m'arrivent, plus les hormones qui viennent foutre le bazar tous les mois. Ça c'est normal. Sauf que quand on n'est pas au courant de la cartographie, enfin, les femmes, elles viennent me voir pour que je leur explique leurs mouvements. Je dis, mais c'est pas possible pour moi, pour les autres, pour les enfants, donc il y a plus de variabilité émotionnelle chez les femmes, c'est terrible, hein. Là, les dernières interviews que j'ai eues avec Esther sur ma chaîne, elle a 16 ans, elle s'est remise à parler. Mais on a parlé du harcèlement parce qu'elle a mis un an avant de mettre le nom dessus, mais surtout pourquoi elle fait des scarifications. Les filles HPI font des TS, des tentatives de suicide et des scarifications. Et elle explique pourquoi elle faisait des scarifications dans un endroit où on ne le voyait pas, pourquoi c'est bien de voir le sang. Enfin, c'est un autre monde et personne ne parle. Moi, je sais ça et je viens chercher des personnes pour pouvoir en parler et témoigner que je sache n'est pas suffisant. Euh, Corinne, je réponds pas à tout parce qu'il faudrait une heure pour répondre à tout ça, mais ça nécessite de décortiquer ce qu'on a et après de voir comment les choses se superposent et comment les choses viennent s'influencer et comment elles arrivent séparément ou ensemble dans la vie des gens. Les coachs HPI qui accompagnent des gens sur des enjeux de transition, voilà. Les coachs HPI qui accompagnent les gens sur les enjeux de la transition environnementale,
Que pensez-vous du rôle qu'ils peuvent avoir? Je ne sais pas répondre avec les sujets politiques. Et dans transition environnementale, il y a trop de sujets sur lesquels j'aurais trop de réponses différentes. Ça dépend de quoi on parle sur les enjeux environnementaux. Il y a trop de sujets de nature différente. Pardon, Sébastien. Je vais mal répondre, j'aime pas ça. Femme HPI TSA peut éventuellement faire penser à la bipolarité. Bah évidemment, ouais. Bipolaire ou borderline est à limite aussi. C'est-à-dire que sans que ça soit vrai, et ça exclut pas que ça soit vrai. C'est-à-dire que pour des professionnels non avertis qui connaissent pas le sujet, eh ben, il peut y avoir des diagnostics de bipolarité, hein, ça mange pas de pain, ça paye la piscine, et puis éventuellement borderline est à limite. Il y a peu de gens, j'entends des professionnels qui connaissent le sujet. Si vous êtes confronté à ça, on est dans la psychopathologie là, de borderline est à limite. Il y a un site spécialisé qui s'appelle l'Appel, AAPEL. Euh, c'est le site de référence qui a été fait par un homme thérapeute qui a vécu ça. Il y a un bouquin pour les thérapeutes, un bouquin pour les personnes malades. Moi, je sais traiter un certain nombre du sujet. Après, je passe le relais aux professionnels avertis. J'ai tout un réseau de professionnels. Isabelle, remarque d'expérience de vie, elle, la vie est plus supportable lorsqu'on s'entoure d'extraterrestres. Je suis d'accord. Les arbres aussi, les plantes vertes et les animaux. Par contre, dans le monde du travail, et ici, l'institution scolaire, c'est effectivement à vomir, autant on regarde ce que décide l'institution, ordre, contrôle, manipulation aberrante. On peut trouver la même chose en entreprise, hein, Isabelle, que tenter de collaborer avec l'équipe, que ce que certains ados apprennent, subissent, je suis d'accord. Comment survivre dans un tel environnement et comment passer l'intérêt aux collègues à la beauté de la neurodiversité. Alors là, je souffre avec toi. Je sais pas te répondre parce que beaucoup d'enseignants typiques ou atypiques sont détruits, abîmés, destructeurs aussi, abîmés aussi par les parents. Je sais pas répondre. Là aussi, ça dépend des contextes. Je vois des personnes qui arrivent à faire des belles choses. Ça dépend du chef d'établissement, ça dépend de l'établissement, vraiment du contexte. Et en gros, on change le chef d'établissement et tout peut se péter la gueule. L'éco-anxiété peut être exacerbée chez les HPI? Oui, je pense que oui. Plus d'autres formes d'anxiété, du fait de l'environnement qui est quand même sérieusement anxiogène, atypique. Monique de Kermadec a écrit pas mal de bouquins. On était en conférence pour Mensa, j'étais vice-président de Mensa Aquitaine un temps. Tout ça est en ligne. Elle expliquait sur une intervention à Bordeaux que un de ses patients disait qu'il était un grand brûlé au soleil. Moi, je dis que je suis un œuf sans coquille. Vous voyez, il n'y a pas les protections, il y a une espèce de porosité qui est importante. Et là, depuis que je suis passé exclusivement en digital, j'ai encore moins de coquilles. Ma fille de 22 ans est dans ce cas, je confirme. Ma fille de 9 ans est pareil. Regardez si ça peut vous aider parce que c'est mon objectif de ma chaîne, hein. Ça me coûte du temps, de l'énergie et de l'argent, mais je considère que c'est mon boulot. Où j'ai fait un témoignage de deux jeunes. On verra si j'en ai d'autres. Comment prévenir le burn-out chez les HPI? Anne-Laure, ça dépend de quel HPI, ça dépend de quel âge, c'est un homme, une femme, quel contexte, qu'est-ce qui fait qu'il, elle, arrive en burn-out. Il faut aller sur le processus. Il faut aller sur le processus. Il y a des surdoués, moi j'en suis à la limite d'un troisième burn-out, je suis toujours à la limite d'en faire un nouveau, je le sais, mais je suis en mode machine de guerre et bon, et j'ai la carcasse qui vieillit, et ça, j'avais pas prévu. Donc ça, alors, ça dépend du contexte, faut rentrer dedans. En fait, le mieux, c'est de pas aller sur burn-out, c'est d'aller sur l'intention. Qu'est-ce que fait la personne? À quoi elle veut arriver? Comment elle s'y prend? Ça sera beaucoup plus, je pense, tempéré. Qui contacter ou bien se renseigner pour obtenir des infos sur vos bilans, s'il vous plaît? C'est mon site HPI Talent. Bah, si vous mettez mon nom sur Internet, vous allez trouver plein de trucs, mais sur mon site HPI Talent, il y a les liens pour avoir accès au bilan et au mon catalogue de formation. Merci Isabelle. La question centrale, où est la place des HPI? La place n'est pas à trouver, elle est à prendre. La place, elle est partout. Il n'y a pas de place. Ou s'il y a une vraie place, c'est à l'intérieur de nous.
toute place extérieure, en fait, est une place qui peut être prise, ou si quelqu'un veut nous filer une place, ça peut être très suspect. Il n'y a pas de place à l'intérieur. La place, elle est à prendre, la place, elle est là où on est ici et maintenant, parce qu'en gros, tout le monde s'en fout, hein. Institutions pas adaptées, entreprises non plus. Il y a des entreprises qui sont bien, il y a des gens qui sont bien dans les entreprises. Se mettre à son compte, ben, c'est changer le terrain de jeu. Se mettre à son compte, si on peut être autonome, faut tout gérer, faut gérer les emmerdements, les papiers, le pognon, le commercial, son image. Faut voir si c'est la bonne solution. Des fois, c'est la bonne solution, mais c'est pas le bon moment. Et c'est pas le bon contexte. Donc, il faut vérifier les alignements de planètes. Quel processus d'accompagnement que vous avez réalisé? Euh, je vois trop de choses dans la question, Anne-Laure. Quel processus, ça veut dire quoi? Des accompagnements? Si le processus, c'est du coaching, c'est surtout des coachings, c'est du travail sur mesure. Un accompagnement pour un atypique, ça va vite. Il faut aller juste à l'essentiel, efficace, designé, rapide. Rapide, comment dire? Rapide, c'est qu'on traite rapidement les sujets, puis des fois, il faut passer un peu plus de temps. Pourquoi vous différenciez les hommes et les femmes? Ça n'a rien à voir. Quelles sont les différences dans les manières de vivre le HPI? Le temps passe vite, vraiment. J'ai 4 vidéos et podcasts spécifiques sur les femmes HPI. Les femmes HPI se font emmerder, pas comme les hommes. Moi, j'ai travaillé dans plein de pays à protéger des femmes depuis 35 ans. Elles se font emmerder parce que si en plus elles sont jolies et qu'elles l'ouvrent, ça fait chier. Elles créent des surfaces de projection. Elles créent des jalousies, voire de la haine chez les autres femmes. Elles savent pas pourquoi. Il y a des femmes qui mettent des lunettes fumées parce que dès qu'elles arrivent, elles dérangent déjà. Les hommes n'ont pas a priori ça. Donc, plus les effets de prédation, de concurrence, de compétition. Elles fonctionnent différemment. Les hormones, comme les femmes en général, vont les desservir. Si elles disent des trucs intelligents, ça va aussi les desservir, ce qui serait différent si c'était des hommes. Euh, voilà, je vous le fais rapide, mais vraiment, vous avez plein de trucs gratuits dans ce que j'ai mis en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres éléments notables pour éviter les échecs en coaching avec une personne HPI? Bah, ça parle à la fois des personnes et de bien se connaître, Martine. Les échecs, c'est vraiment pour moi pas de cadre, pas de coaching, pas de contrat, pas de coaching. Il y a de faire un vrai travail sur le cadre. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on travaille? Quels sont nos objectifs? Comment on y va? Et travailler sur la collaboration. Et dans ce cas-là, avec de la bonne volonté, on avance. Enfin, ça suffit pas la bonne volonté, mais ça suffit pour être en confiance et travailler avec la personne en coaching. Quelles seraient vos recommandations de lecture vidéo? J'ai répondu. Eh, j'arrive pas. J'ai la tête bourrée là. Pour les livres, je sais plus répondre. Sur les bouquins, hein, sur le reste, je sais répondre. Fabrice, on est presque au bout. Il reste 5 minutes de conférence. C'est passionnant. On aurait pu rester des heures encore, je pense, parler au nom de la majorité des participants. Mais si tu veux nous dire juste quelques mots de déclusion. De conclusion, formez-vous, acculturez-vous. C'est comme en psychopathologie à Médiate, on avait des modules de psychopathologie, pas pour prendre en charge, mais pour prendre en compte. Pour la neurodiversité, c'est pareil. Pas pour prendre en charge, mais pour prendre en compte. Soit vous êtes HPI, ben vous pouvez aller plus loin. Si vous n'êtes pas HPI, vous pouvez déjà prendre en compte. Vous pouvez avoir euh, tout à fait des interventions recevables. Mais quand je parle de neurodiversité, il ne faut pas exclure vraiment les sujets de l'autisme. Et heureusement, ces dernières années, ça suit le flot de l'information. Sur le TDAH, vous avez TDAH France qui est bien fait, avec plein d'informations sur le TDAH. Vous avez de plus en plus des sites et contributeurs sur le TDA. Les combinatoires, c'est plus compliqué. Je vais faire venir l'année prochaine une personne que j'accompagne qui est THPI, TSA et maladie rare. En décembre, je fais venir une amie. Elle a plein de T, 2 doctorats, 23 diplômes, 12 langues. Elle a fait un DU de maladie de médecine interne
sur les sujets de maladies auto-immunes et neurodiversité. Parce que la question de la santé, je te fais pas, je suis désolé Thierry, c'est pas une conclusion, je suis en train de redécoller. Euh, mais C'est ça la passion, hein, Fabrice. ouais. Sur maladies auto-immunes et neurodiversité, elle a fait son DU là-dessus, elle m'a envoyé son mémoire et on va enregistrer le 28 décembre de mémoire. Comme je suis pas médecin, donc j'ai intérêt à faire gaffe à ma peau, j'ai un psychiatre spécialisé HPI-TSA-TDAH qui est venu sur ma chaîne, Philippe Narang, qui est, qui est à Grenoble. Il y a 1 an et demi d'attente maintenant. Et pour Bénédicte, sur les questions de la santé, c'est un vrai sujet. Les questions de la santé, c'est différent pour HPI atypique que pour neurotypique. Euh, donc, acculturez-vous en fonction de votre curiosité, pas vous faire ramasser, mais avec de la bonne volonté, en affichant honnêtement et sérieusement les choses, tout va bien, hein. S'il y a le feu, vaut mieux avoir des spécialistes parce que l'atypique, quand il a le feu, il est moins tolérant. Merci Fabrice. Ce sera le mot de la fin. Merci vraiment beaucoup pour tout ce que tu as apporté, d'avoir accepté de jouer le jeu du ping-pong, des questions-réponses comme ça, c'est formidable, sans préparation, sans filet. J'ai Euh, l'habitude. ouais, mais c'est du travail derrière. Oui, Et, et, je te l'accorde. C'est beaucoup de travail. je crois que le nombre de participants encore présents témoigne, si besoin en était, de la passion que tu as mis dans ton propos et de l'intérêt que nous y avons trouvé. Merci Thierry. Merci encore. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Alors, juste un petit mot d'information avant que nous nous quittions pour vous informer. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir, mais le prochain temps du lien, ce sera le jeudi 7 décembre 2023. Autour d'Arnaud et Adrien Constancias. Arnaud est coach, membre de la SF Coach, et son fils Adrien donne des cours de théâtre. Et ils ont ensemble mis au point un atelier autour du dialogue intérieur. Et le titre de ce qu'ils vous proposent comme travail pour le 7 décembre, c'est expérimenter le dialogue intérieur et le jeu des archétypes. On revient à Jung, Fabrice, au Ben, service c'est très bien, hein. de notre Dialogue posture de intérieur, c'est coach. vraiment intéressant. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent le 7 décembre. Inscrivez-vous sans tarder. Merci.